Bienvenue à la version de la longue sortie exclusive aux membres. Je suis Julien Martel. Dans cet épisode intervalle, Alexandre Tratch et moi discutons des suppléments pour le sommeil. On a volontairement décidé de garder la discussion sur l'hygiène de sommeil séparée, étant donné la longueur du podcast, ainsi que tout ce qui a trait à la médication en prescription en vente libre. C'est un sujet qu'on va aborder ultérieurement. De plonger dans le sujet, puis de discuter de plein de suppléments, puis de voir un peu l'impact, puis l'efficacité qu'ils peuvent avoir. Je trouvais ça intéressant juste de revenir à la base, puis juste expliquer aux gens que habituellement, là, on va passer aux suppléments suite à avoir tenté plein de choses avant de faire ça. Je pense aux habitudes de vie, tenter d'avoir le plus possible, d'avoir de saines habitudes de vie par rapport au sommeil. Puis une fois qu'on a changé tout ça, puis on voit qu'il y a toujours certains déficits ou certains problèmes au niveau du sommeil, bien là, on pourrait être rendu à tenter des suppléments. Puis on verra s'il y a vraiment tant de suppléments que ça qu'on peut tenter puis qui sont intéressants. Ça, c'est une autre chose aussi. Fait que c'est un peu ça, en gros. Fait que je voulais juste rappeler aux gens là, par rapport à ça. Aussi, avant de commencer de parler aux suppléments, je voulais rappeler un peu, là, genre, si tu me le permets, côté voir c'est quoi le sommeil, puis peut-être aussi parler un peu des hormones responsables du sommeil. Comme ça, quand on va revenir sur le sujet, là, sur les suppléments, ben, je pense que les gens vont être plus en mesure de se référer un peu à l'impact sur certaines hormones de certains suppléments. Oui, je suis d'accord. Puis tu sais, je pense qu'aussi faire peut-être un petit refresher juste sur, tu sais, comme tu l'as mentionné, l'hygiène de sommeil, une chose. Je pense que dans ce podcast-là, on ne va pas nécessairement accorder beaucoup d'attention sur tout ce qui a trait à l'hygiène de sommeil. C'est vraiment quand même la pierre angulaire là, d'un bon sommeil. Tu sais, 95% des bénéfices que tu vas avoir vraiment sur ton sommeil vient de l'hygiène de sommeil. Qui n'est pas seulement lié à la période autour du sommeil, mais aussi dans ce que tu fais dans la journée. Puis ça, je pense qu'on va dédier vraiment une longue sortie pour l'hygiène de sommeil, parce que je pense que c'est tellement important. Puis quand tu te mets à questionner des patients sur leur sommeil, tu te rends compte que souvent, c'est là le nerf de la guerre. Là. Fait que tu sais, ça, je pense qu'on le parque pour une autre discussion, parce que c'est une super discussion à avoir, mais qui est très longue quand même, parce qu'il y a énormément de choses qui influencent ça. Puis comme tu dis, je pense que si on fait juste revoir un peu, tu sais, quand même brièvement, là, je ne m'éterniserai pas trop, mais juste voir un petit peu c'est quoi comme les grandes phases du sommeil où les gens ont souvent des problèmes par rapport aux troubles de sommeil. Puis ensuite de ça, aller dans les suppléments, voir sur quoi ça joue, dans quelle de ces phases-là, à quel degré ça joue. Parce que quand même, quand on parle de suppléments pour le sommeil, puis là, on va juste couvrir ce qui est en vente libre. Ce que tu peux commander sur Amazon ou aller à la pharmacie acheter. On va revoir ceux-là. Puis on regardera dans un deuxième temps, dans un autre podcast, peut-être les médicaments là, de prescription pour le sommeil. Là, c'est vraiment ce qui est pas un médicament. Fait que on n'inclura pas là, les gens là, du monde qui vont prendre du Benadryl ou des choses comme ça pour s'aider à dormir, mais vraiment en termes de supplément là, qui n'est pas considéré comme un médicament. Là. C'est ça? Oui, tout à fait. Puis Cool. je pense que tu as raison. Là, je pense qu'on est rendu pas pire bon par rapport au sommeil, puis les suppléments, les médicaments, les habitudes de vie, mais effectivement, d'avoir un expert qui fait juste ça de sa vie, ça peut être une bonne chose là, pour la continuité un peu là, de cet épisode d'intervalle-là, là, puis de se concentrer à ce moment-là sur de saines habitudes de vie. C'est quoi? Ça consiste en quoi? Probablement que pendant notre discussion aujourd'hui, on va revenir à certains éléments, C'est sûr. mais comme tu dis, c'est pas le focus. En fait, le focus, c'est les suppléments, puis surtout le sommeil. Puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, depuis quelques années, on voit passer, là, que ce soit sur Instagram, Facebook, la télévision, Internet, tu sais, il y a un gros focus sur le sommeil, puis comment l'optimiser. Ce qui, genre, peut-être, il y a 5-10 ans, tu voyais aucunement ça passer, tu sais. C'était comme un peu le parent pauvre là, de la journée. Tu sais, on s'entend que la journée comprend notre éveil puis notre sommeil. Puis c'est comme une nécessité, quelque chose qu'il fallait faire.
Puis c'était un peu ça, tu sais. Ouais. Puis je pense que depuis un 5-10 ans, même peut-être moins que 10 ans, là, tu sais, on commence à comprendre l'importance. On ne connaît pas tout du sommeil, mais on comprend un peu l'importance que ça a, là. C'est probablement le meilleur outil de performance pour ta journée suivante. Fait que, tu sais, là, c'est vraiment le côté humain, social, physique, psychologique, c'est probablement le meilleur outil, là. Fait que, tu sais, quand on cherche à, OK, le café pourrait-tu m'aider, certains suppléments pourraient-tu m'aider d'être cognitivement allumé, à être présent, à être focus, probablement là, que la chose de base, là, ça devrait être le sommeil. Fait Ouais. qu'on fait que, on s'entend que le sommeil, c'est quand tu dors. Reste que Ouais. Reste que toute ta journée, toute ta période que tu es réveillé est quand même très importante pour avoir un sommeil le plus optimal possible. Quand on arrive au sommeil, cependant, il y a habituellement, on sépare ça un peu en deux phases. La première phase de la nuit ou du sommeil, puis la deuxième phase. Puis la première phase va être habituellement plus occupée par du sommeil non REM, dont le sommeil profond, la phase 3 puis la phase 4 du sommeil non REM, qu'on veut vraiment aller chercher pour la récupération, puis aussi qui va aider à la consolidation de l'information, tu sais, puis d'être prêt à encoder la nouvelle information pour le lendemain. Fait que ça, c'est super important. Puis c'est souvent aussi, la première partie du sommeil, c'est souvent là aussi qu'il y a la sécrétion plus importante d'hormones de croissance. Pour ceux et celles intéressés à optimiser ce côté-là, là, c'est vraiment d'avoir un bon première phase du sommeil pour aller avoir cette sécrétion-là. La deuxième phase, quant à elle, va être plus occupée par du sommeil REM, où c'est là qu'on va voir le sommeil REM ou paradoxal, où, encore une fois, là, qu'on retrouve beaucoup nos rêves. Tu sais, là, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire, les rêves, et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Mais en gros, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sommeil-là est vraiment important pour la stabilité psychologique. C'est comme une genre de thérapie mentale pendant la nuit pour être prêt à être optimal, point de vue gestion de toute l'information, de tout l'élément de stress, d'anxiété que tu peux avoir dans la journée. Fait que c'est vraiment important d'avoir ce sommeil-là qui peut être grandement affecté par l'alcool en particulier. Fait que ça, c'est vraiment important à comprendre, je pense, ces deux phases-là ou ces deux phases-là, puis Ouais. les différentes choses qu'il faut aller, qui vont nous aider là, pour la journée suivante ou même pour les journées suivantes, parce qu'on parle du sommeil, mais c'est souvent l'accumulation de plusieurs jours de bon sommeil qui vont nous aider. C'est pas juste une journée de sommeil qui va optimiser ces différentes phases-là. As-tu quelque chose que tu voulais rajouter à ça? Ça demeure un résumé très bref, mais qui comprend là, les choses qui sont plus importantes. Non, je pense que ça a bien d'allure. Puis, tu sais, même avant, tu sais, là, on parle vraiment de la période où on a notre sommeil, l'endormissement. Souvent, les gens, ils pensent que, tu sais, cette phase-là de sommeil profond, c'est comme juste une phase. Puis, tu sais, tu as accès juste dans une portion de ta nuit. Mais je pense qu'il faut comprendre, c'est que ces phases-là, quand même, sont la phase 1, 2, 3, 4, le sommeil REM et non REM. C'est des phases de sommeil qui vont s'exécuter plusieurs fois tout au long de la nuit. Tu sais, tu peux avoir du sommeil REM aussi un petit peu en début de nuit, mais dans une structure normale, les phases 3 et 4 du sommeil non REM vont arriver plus tôt dans le début de la nuit, alors que les phases du sommeil REM vont arriver plus tard vers la fin de la nuit, mais on passe quand même à travers tous ces cycles-là à plusieurs reprises durant la nuit. Fait que ça, c'est comme pour la phase du sommeil. Quand on parle souvent de problèmes de sommeil ou de troubles de sommeil, souvent, ce qu'on va avoir aussi, c'est deux types de personnes. Là. Ceux qui ont de la difficulté à s'endormir. Fait que là, on va parler de la latence, la phase où... Ah, je fais des pouces en l'air. La Tout phase... à fait. c'est bien bizarre. La phase de latence qui est le temps que ça prend avant de t'endormir. Le monde, d'habitude, là, c'est autour de 15-25 minutes. Encore une fois, une latence trop courte n'est pas nécessairement bon. Tu sais, quand tu te couches puis tu tombes instantanément endormi, C'est une peut-être problématique aussi, ouais. ça peut être une problématique. Fait que tu as optimalement 15 à 25 minutes. Puis ensuite de ça, il y a la phase de maintien où les gens vont dire Colin, je m'endors super bien, ça va, puis je me réveille pour aucune raison à 3 heures du matin, puis je suis capable de dormir. Fait que souvent, c'est
des problèmes qu'on va entendre souvent. Là. Soit que j'ai de la misère à m'endormir pour X raison, ou j'ai de la misère à maintenir mon sommeil. Des fois, c'est une combinaison des deux. Puis quand on parle de troubles de sommeil, si on revoit les critères rapidement, on va dire que les paramètres un peu là, qui sont plus significatifs, là, qui vont suggérer qu'il y a des problèmes de sommeil qui vont avoir un impact sur ta journée. Fait que tu n'as pas de problème de sommeil si tu n'as pas d'impact diurne perçu, dans le sens que si tu ne te sens pas fatigué, tu n'as pas de somnolence excessive, tu n'es pas en stress, détresse psychologique, difficulté de concentration à accomplir tes tâches, c'est pas vraiment un trouble de sommeil. Mais quand même, des critères qui peuvent te rendre un peu plus susceptible d'avoir ces impacts-là dans la journée, c'est un délai d'endormissement de plus de 30 minutes, considéré comme moins normal. Avoir des éveils nocturnes qui durent plus que 30 minutes. Fait que si tu te réveilles pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit, mais ça te prend une demi-heure avant de t'endormir et plus, ça commence à être long. L'efficacité du sommeil aussi. Puis ça, on va y revenir, là, mais tu sais, ça, c'est le temps que tu passes dans ton lit où tu essayes activement de dormir, puis le temps que tu as réellement dormi. Fait que quand c'est moins de 80% du temps, c'est considéré comme une efficacité qui n'est pas très bonne. Le fait de dormir toujours comme en bas de 6h30 de moyenne, c'est considéré comme quelque chose qui peut amener des problèmes. Puis d'avoir ces troubles-là plus que 3 fois semaine. Fait que ça, c'est un peu les critères, si on veut, de troubles de sommeil. Les critères ont changé, là, c'est basé un peu sur le DSM-4 puis le DSM-5, mais dans le DSM-4, c'était des difficultés qui duraient plus d'un mois, alors que le DSM-5, on parle de 3 mois de problèmes là, qui viennent de façon récurrente plus que 3 jours semaine. Parce que, tu sais, il faut comprendre que c'est normal quand même, des fois, d'avoir des problèmes de sommeil là, en réponse à un stress aigu, du surentraînement, pas assez d'entraînement, mauvaise exposition à la lumière le jour, différents tracas, le kit, ça se peut là, qu'il y a une couple de nuits qu'on a de la misère à dormir, mais c'est pas considéré comme un trouble vraiment de sommeil. Là, c'est quelque chose qui est plus aigu dans le temps. Fait que ça, c'est pas mal. De ça, je voulais juste rajouter pour mettre un peu ça en perspective là, quand on parle de suppléments, qu'est-ce qui joue sur la latence, le maintien, puis en quoi, qu'est-ce qui est considéré comme un problème de sommeil? Oui, tu as effectivement raison là, sur tous les points. Là, c'est important ce que tu dis là. Je rajouterais là, encore une fois là, que l'éveil puis le sommeil, c'est un peu relié, là, on s'entend, là, c'est un cycle, mais encore plus, là, l'heure précédant le sommeil est vraiment importante pour plein d'éléments. Là, fait que ça fera partie d'un autre podcast, mais je pense que le monde, s'il commençait à réaliser que disons, 1 heure avant d'aller se coucher, là, que fait presque partie du sommeil ou du cycle sommeil, pourrait probablement aider là, beaucoup de gens là, avec leurs problèmes d'insomnie ou de difficulté à avoir un sommeil réparateur ou optimal. Cool. Fait que comme on disait, l'un est relié à l'autre. Fait que habituellement, fait que point de vue hormonal, fait que pour s'endormir ou pour dormir, habituellement, il faut avoir une pression de sommeil, donc avoir l'impression qu'on est fatigué. Fait que l'hormone qui est responsable de ça, c'est l'adénosine. Fait que habituellement, l'adénosine, dès qu'on va se réveiller, va tranquillement commencer à s'accumuler, puis, développer tranquillement une pression. Le plus il y a d'accumulation de cette molécule-là, bien, plus il va avoir la sensation que hey, je suis fatigué, j'aimerais ça aller dormir, faut que j'aille dormir. Puis, c'est habituellement, genre, justement, au moment, si tu as un cycle biologique ou un cycle régulier, c'est à peu près aux mêmes heures qu'à d'habitude. Fait que disons que moi, je me couche vers 9h30, 10h, ben, quelques heures avant ça, là, ben, j'ai vraiment le goût d'aller dormir. Fait que ça, c'est la première hormone responsable qui, elle, dès qu'on se réveille, là, tranquillement commence à s'accumuler. Mais c'est pas elle qui fait en sorte qu'on s'endort complètement. Celle qui est responsable de ça, c'est la mélatonine. Donc, la mélatonine, elle, contrairement à l'adénosine, ne va pas s'accumuler tout au long de la journée, va être plus associée à la luminosité. Fait que lorsque la luminosité va tomber ou en fin de journée, quand le soleil se couche, bien, tranquillement, il n'y a plus l'activation là, de la lumière qui habituellement est prise au niveau des yeux. Puis, tranquillement, on va avoir une sécrétion de mélatonine qui, elle, va provoquer genre de s'endormir. Fait que souvent, là, 1 à 2 heures avant de s'endormir ou relié un peu à notre où on habite sur la planète, lorsque le soleil tombe, bien là, on va avoir une sécrétion de mélatonine qui va nous permettre de s'endormir. Fait que c'est vraiment les deux hormones les plus importantes point de vue sommeil. Puis je rajouterais à ça le cortisol.
Fait que le cortisol, on sait là, qu'habituellement va être maximisé ou va être plus important en début de journée quand on est actif. Puis, c'est là qu'on cherche le plus possible à avoir notre pic de cortisol. C'est associé au moment où on est réveillé, où on est le plus allumé ou prêt à, que ça soit apprendre, s'activer, s'entraîner, travailler ou quoi que ce soit. Puis, la problématique, c'est quand ce pic-là est retardé et plus tard dans la journée, bien là, ça peut affecter notre journée, mais ça peut affecter aussi le sommeil. Fait qu'il y a vraiment, je te dirais, là, principalement l'adénosine et la mélatonine, mais le cortisol peut être aussi associé puis être délétère au sommeil, là. En gros, c'était pas mal ça que je OK, voulais ouais, que tout le monde, qu'on comprenne puis qu'on résume un peu là, pour que je pense qu'il va nous aider à un peu comprendre les différents éléments ou suppléments puis l'effet que ça a sur quelle substance ou parfait. quelle partie de la nuit. Cool. Cool. Fait que, Excellent, mon gars. fait que si on rentre, tu sais, sur les premiers suppléments, fait que, allons-y avec la mélatonine. Je pense que Yes. c'est quelque chose qu'on entend souvent, qui peut aider, puis qui peut faciliter le sommeil. Fait que, comme je l'ai dit, là, tu sais, c'est vraiment l'hormone qui va être sécrétée quelques heures avant d'aller se coucher ou d'aller dormir, qui est habituellement, qui va être sécrétée par la glande pinéale ou l'épiphyse, puis qui va vraiment provoquer, qui va provoquer l'endormissement ou qui va aider à l'endormissement. C'est pas l'hormone qui fait la pression pour le sommeil, c'est elle qui nous Ouais. permet de s'endormir. Puis, ben, étonnamment, tu sais, genre la plupart des hormones, je te dirais, qu'on retrouve ou qu'on peut prescrire, doivent nécessiter une prescription. Puis, étonnamment, la mélatonine, ben, c'est une des celles qui, elle, ça ne nécessite pas de prescription. Déjà C'est là, c'est weird, un peu. pareil. Ouais. Ouais. Tu peux On juste en a. rentrer à la pharmacie, pogner un paquet de mélatonine, puis t'en retourner chez vous. On est d'accord. Tu sais, c'est un Ouais. peu bizarre parce que, comme on dit, tu sais, la plupart des autres hormones habituellement qu'on voit passer comme médecin, professionnel de la santé ou qu'on utilise, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'habituellement va impacter un certain organe ou un organe cible. Exemple, le synthroïde, point de vue thyroïde, mais il y a souvent un impact là, multiple. Tu sais, c'est pas uniquement au niveau de l'organe. Fait qu'il faut toujours faire attention lorsqu'on prescrit pour ce qui est de la dose, de la durée, puis d'y aller tranquillement, d'augmenter la dose. Fait que là, on se rend compte que, ben, étonnamment, depuis une belle lurette, il y a la mélatonine, elle, qui n'est pas très régulée, est vraiment pas régulée, je te dirais, puis Ouais. qu'on peut prendre, genre, pour n'importe qui. Fait que c'est un peu bizarre. Tu sais, la première chose que je voudrais dire, là, c'est que lorsqu'on parle des suppléments, on parle vraiment chez l'adulte, la prise chez l'adulte. Surtout pour la mélatonine, tu sais, il y a des études qui ont été faites chez les enfants, les adolescents, que l'impact au niveau de la puberté c'est pas clair. Les études sont moins claires de ce point de vue-là. Fait qu'on on parle vraiment pas des suppléments qu'on peut prendre chez les enfants ou chez les adolescents. Ça devrait faire partie là, d'une discussion avec son professionnel de la santé. Fait qu'on parle vraiment de la prise de mélatonine chez l'adulte. Hmm. OK. Si on y va Comme je l'ai, avec la première je sais pas si tu étude, m'entends. es-tu d'accord? A few moments later. On a un autre petit problème technique juste pour se. Juste, tu sais, pour se donner un peu plus de challenge. Ça allait trop bien. Ouais. Mais tu étais rendu, dans le fond, à dire que c'était des suppléments qu'on avait plus, qu'on regardait vraiment plus chez l'adulte, que Ouais. la mélatonine aussi, principalement, a été plus ou moins étudiée au niveau de la puberté chez les enfants sur les effets. On n'a En, pas énormément ouais. d'études, là. Ouais. En fait, ça pourrait être délétère au niveau de la puberté, fait qu'il faut faire attention. Fait que ça, c'est plus une discussion à avoir avec son professionnel de santé. Nous, on parle vraiment chez l'adulte. Fait que Yes. la première étude que je trouvais intéressante à réviser, c'était une étude sur l'efficacité puis la sécurité d'une prise prolongée de mélatonine, parce qu'on entend souvent dire que la prise à long terme de la mélatonine pourrait un peu affecter la sécrétion endogène de mélatonine. Puis là, ben, justement, c'est ce qu'on ne veut pas provoquer nécessairement. Fait que je trouvais ça intéressant d'aller revoir cette étude-là pour voir l'efficacité puis la sécurité. Fait que c'est une étude qu'ils ont faite. Écoute, ils ont pris 244 personnes,
ils ont étudié ça, là, ils ont étudié une prise de mélatonine de 2 mg à relâchement prolongé, dans le fond, un compromis de relâchement prolongé de 2 mg. Puis ils ont regardé voir entre 6 et 12 mois un peu les effets secondaires ou les symptômes subjectifs de sevrage lorsqu'on l'arrête et également à l'arrêt de la prise. 2 semaines après, voir la sécrétion endogène d'un des métabolites de la mélatonine, donc le 6-SMT. OK. Fait qu'ils ont pris des gens, ils les ont fait prendre la mélatonine en continu pendant 6 ou 12 mois ou 6 à 12 mois, genre. Ben, en fait, ils ont regardé à 6 mois pour voir, être sûr que c'était sécuritaire puis qu'il n'y avait pas d'effet. Puis il y a une autre population qui, elle, a continué jusqu'à 12 mois, dans le fond, pour voir un peu ces effets-là. Puis ce qu'ils se rendent compte suite à ça, c'est que à 2 semaines après l'arrêt, de 2 mg, on s'entend, là, puis ça, je pense que c'est important, hein, ils n'ont pas regardé d'autres doses. Fait que 2 semaines après la prise prolongée de mélatonine, bien, il n'y a aucun impact sur la sécrétion endogène de 6-SMT. Fait que ça, je trouve ça très intéressant, point de vue. Une des inquiétudes, c'est que je me souviens qu'on avait déjà discuté ensemble lorsqu'on s'était demandé voir si ça valait la peine de prendre ce genre de supplément-là. Bien, c'était comme l'impact à moyen puis long terme sur la sécrétion endogène de mélatonine que tu veux pas pour fucker, genre, dans le fond. Exactement. Ben, on se rend compte qu'en tout cas, sur une étude qui faisait du sens, il n'y a pas d'impact. Puis, tu sais, c'est pas juste 3-4 semaines ou 1 ou 2 semaines, c'est quand même un 6 à 12 mois. Fait que je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'il ne semble pas avoir d'impact. Tu sais, genre... Oui, pour la sécurité. C'est sûr, c'est une question qui revient souvent. Quand tu prends une hormone longtemps, est-ce que tu vas être capable de la refaire de façon endogène sans problème? Puis, en fait, surtout si tu l'arrêtes subitement. Tu sais, tu n'as plus de comprimé, tu dois l'arrêter subitement ou tu en oublies. Est-ce que tu vas avoir des effets genre secondaires ou des effets de sevrage de ça ou, tu sais, vraiment délétères? Là, on sait qu'il y a plein d'autres hormones qu'on prescrit qu'il faut genre absolument diminuer de façon graduelle lorsqu'on l'arrête parce que la sécrétion endogène, c'est comme si, dans le fond, si je te donne une hormone, c'est comme si ton corps comprend que j'ai plus besoin d'en produire, fait que j'arrête complètement d'en produire parce que tu m'en fournis déjà. Fait que là, si par inadvertance, par oubli, par genre manque de comprimé, tu arrêtes ça, bien, la problématique pourrait être qu'au niveau endogène, intrinsèque, tu n'as plus de sécrétion, puis là, tu as plein d'effets de sevrage de ça, ce qui peut être très important et qui peut avoir des impacts au niveau de la santé. Là. Ouais. Puis dans ce cas-là, c'est comme plus capable de t'endormir, ce qui serait vraiment, vraiment comme pas souhaitable. Là, quand tu prends un supplément pour dormir, t'arrêtes, puis là, c'est fini, tu dors plus. Mais ouais, fait que je pense que cette étude-là venait un peu rassurer. Puis surtout, en plus, c'était des patients, des gens entre 20 et 80 ans, puis ça semblait reprendre le cours normal après un arrêt. Fait que ça, puis ça, c'était pour une dose de 2 mg. Fait que c'est sûr que, parce que quand tu regardes les suppléments de mélatonine en pharmacie, il y a du 10 mg, il y en a qui prennent la quantité qu'ils veulent. Fait que tu sais, on sait aussi que c'est probablement tout le temps un petit peu trop aussi, que les doses minimales efficaces seraient probablement plus faibles, beaucoup plus faibles en fait, même en dessous d'1 milligramme. Là. Fait que c'est très faible pour avoir un effet. Fait que ça ne répond pas à si jamais on prend une dose excessive, mais on le sait que 2 mg et moins, ça risque d'être quelque chose de safe. Là. Absolument. Ça, selon cette étude-là. Là. Ouais. Fait que puis j'aimerais ça rajouter, tu parles de doses, qu'il y a plusieurs doses en pharmacie, mais au-delà de ça, malheureusement, les suppléments, le contrôle de la quantité, de la dose dans les comprimés est vraiment moins bien régulé. Là. Fait que il y a aussi la problématique que ça se peut que toi, tu penses prendre 5 mg ou 10 mg, puis finalement, il y a 100 fois la dose. Ou ça se pourrait même qu'il y a 10 fois moins la dose. Fait que c'est vraiment, il faut faire attention avec les suppléments, là, en particulier la mélatonine. Il y a des études qui ont décrit ce genre d'écart-là. Tu penses prendre 5 mg, puis finalement, tu prends 100 fois la dose. Fait que c'est quand même important. Fait que, jusqu'à 2 mg, ça semble être sécuritaire. Ouais. Fait que ça, c'est quand même très intéressant. Il ne faut pas oublier là, quand même que
il y a aussi un impact de cette prise-là, point de vue sécrétion d'insuline. Tu sais, il y a une relation entre la sécrétion d'insuline puis la mélatonine. Fait que habituellement, quand tu vas dormir ou quand il y a une sécrétion de mélatonine, tu vas avoir une moins bonne sécrétion d'insuline. Fait que si tu décides de prendre le supplément quelques heures ou genre juste après souper, il faut que tu comprennes qu'il peut avoir un impact de ce côté-là aussi. Fait que c'est pas sans effet secondaire de prendre ce genre de supplément-là. Fait qu'il faut vraiment comprendre les effets que ça a, les effets sur de multiples organes, puis sur d'autres sécrétions de substances dans ton corps. Fait que je trouvais ça important aussi de le mentionner. Là, la prise de mélatonine est très importante de la prendre peut-être 1 à 2 heures avant d'aller se coucher et faire attention de ne pas la prendre trop proche du souper. C'est un bon point. Puis aussi, juste pour revenir à ce que tu dis sur les suppléments, le fait que ça ne soit pas régulé, là, ça c'est important. Fait que quand vous allez chercher des suppléments ou vous voulez en acheter là, pour X raisons, faites une petite recherche sur les compagnies qui les vendent. Parce qu'il y en a qui se sont imposés des tests à l'interne de qualité. Ils ont des sceaux qui valident que c'est vraiment la dose qu'ils vendent. Mais il y a des compagnies que c'est clair que c'est n'importe quoi, tu sais. Ils trouvent la façon la plus cheap de faire ça. C'est dans des usines où il y a de la contamination croisée avec d'autres substances. Tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu as là-dedans. Fait que des fois, de rien pantoute. Fait que juste, assurez-vous de faire vos devoirs quand même. C'est pas parce que c'est, mettons, en spécial là, que c'est celle-là qu'il faut acheter. Il faut quand même regarder la source. Puis il y a des compagnies là, qui vont vendre des suppléments qui sont quand même pas mal plus fiables là, que d'autres. Fait que ça, faut juste le regarder. Là. Tout à fait. Puis juste revenir avec aussi là, la plus petite dose efficace, là, minimale efficace. Fait que, tu sais, toujours commencer avec une petite dose, puis se donner quelques semaines, pas quelques heures, pas quelques jours, mais vraiment quelques semaines à augmenter ta dose, puis comprendre un peu, voir un peu l'effet que ça peut avoir sur toi. Est-ce que c'est efficace? Puis se donner 1 à 2 semaines avec la même dose, là. Parce que, encore une fois, la dose est peut-être pas la bonne dans le comprimé. Puis il faut laisser le corps un peu à s'habituer. Là. Fait que... Oui, ben ça, c'est un classique. Tu prescris même un médicament, puis après 2 essais, le monde dit « Ah, ça marche pas », puis il l'abandonne. Ou même, des fois, il y a des effets secondaires d'un médicament qu'on le sait qui durent 2-3 semaines, puis après ça, ils disparaissent. Mais souvent, c'est une des premières causes que les gens vont les arrêter. Fait que, tu sais, il faut quand même, comme tu dis, se donner une période d'essai. Puis idéalement aussi, c'est le fun d'avoir des données qui sont un petit peu meilleures que juste des données subjectives. Tu sais, au final, c'est sûr comment est-ce qu'on se sent le matin, l'impression qu'on a dormi, c'est bien. Mais si quelqu'un a un tracker pour le sommeil, tu sais, on parle de Oura, Whoop ou les matelas 8 Sleep, je pense qu'ils sont un petit peu meilleurs. La Apple Watch aussi, les dernières générations, sont quand même bonnes pour calculer quand tu t'endors, les phases de sommeil. C'est sûr, c'est pas comme une polysomnographie, mais c'est quand même directionnellement bon pour un même individu. Ben, c'est le fun de voir genre l'impact d'une intervention avec des données un peu plus objectives. Parce que subjectivement, c'est tough. Là. Surtout quand tu es rendu au supplément, c'est parce que tu es rendu dans le fine-tuning. T'es pas. Tu devrais, en tout cas. Si tu es rendu là, si tu devrais, je pense pas que tout le monde l'utilise de cette façon-là. Le monde veut une pilule miracle. Hein, c'est sûr, ouais. C'est plus facile. C'est plus facile que de travailler sur tout ce que tu peux faire dans la journée pour optimiser. Mais en même temps, on a passé par là. Je veux dire, on est tous pareils. On est... 100%. Je veux dire, c'est bien plus simple que de faire tout le reste. Tu dis, hey, s'il y a quelque chose qui fonctionne vraiment bien, ben pourquoi pas l'essayer? Mais tu sais, quand tu es rendu dans le fine-tuning de prendre des suppléments pour optimiser, mettons, une partie spécifique de ton sommeil, ben c'est le fun d'avoir des données un peu objectives au moins, là, que tu peux prendre puis dire « Ah, OK, j'ai un impact ou je n'en ai pas », parce qu'à la fin de la journée aussi, ça coûte de l'argent, puis tu ne veux pas dépenser de l'argent pour rien. Là. Ça, c'est sûr. Là. Absolument. OK. Le deuxième article, en fait, tu sais, avant de parler du deuxième article, je pense qu'on est d'accord sur ce principe-là que je vais dire présentement, c'est que point de vue mélatonine, on n'est pas des partisans d'une prise prolongée de ce genre de comprimé-là. Tu sais, il faudrait vraiment qu'il y ait une évaluation puis qu'on comprenne que c'est vraiment un problème de sécrétion puis tu dois être supplémenté. Fait que la plupart du temps, tu sais, je te dirais que je chercherais le plus possible à optimiser cette sécrétion-là endogène avec plein de choses qu'on peut faire dans la journée ou en fin de journée, en début de soirée pour favoriser la sécrétion endogène de mélatonine.
Sauf que, tu sais, il y a quand même plusieurs travailleurs à horaires atypiques, travailleurs de corps. Aussi, lorsqu'on voyage, quand il y a des... tu sais, on va dans différents fuseaux horaires, puis on a le décalage horaire. Tu sais, toutes ces choses-là, ben, même si tu essaies d'être le plus optimal possible, ben, ton horloge biologique par rapport au cycle éveil-sommeil de où tu t'en vas, c'est difficile de le matcher. Tu sais, c'est clair. Fait que je trouvais ça intéressant d'aller revoir un peu une étude par rapport à est-ce que cette prise de mélatonine-là pourrait, de façon, un genre de spot prise ou une prise là, très focale ou très momentanée, pourrait aider pour des travailleurs un peu comme moi je suis encore. Donc, comme un urgentologue qui fait des soirs, qui fait des nuits, qui fait des jours, qui fait un peu là, ces peu trois n'importe chiffres. quoi, je te dirais. Ouais. Qui fait un peu, genre, tous ces 3 chiffres-là, des fois, dans la même semaine. Mais gars, c'est ça. Ouais. Fait que, disons que la deuxième étude, c'était un peu une revue de la littérature, tu sais, dans Cochrane, qui est un bon groupe, là. Ouais, absolument. Un bon groupe qui fait des revues systématiques sur des sujets, puis c'est d'habitude bien fait, là. Ouais. Exactement. Fait que c'était un peu pour voir l'effet possible de la prise de mélatonine sur le jet lag. Puis, ils se sont concentrés, je te dirais, en fait, ils ont réussi à avoir 10 études. Puis, de ces 10 études-là, ils ont pu, genre, prendre 4 pour faire une méta-analyse. Ce qui, je pense, qui fait quand même du sens. Puis, ce qu'ils ont réussi à voir, c'est que, tu sais, les participants, la plupart des participants, c'était du monde qui était des passagers de l'air, des agents de bord ou des travailleurs, là, tu sais, qui travaillent dans les avions, dans le fond. Ouais, des militaires aussi. Puis des militaires, exactement. Ouais. Puis d'aller voir un peu la prise de mélatonine chez ces personnes-là. Est-ce que ça pouvait aider? Ils ont regardé le pré-voyage, pendant le voyage, post-voyage. Puis tu sais, de toutes ces études-là, c'était souvent une prise de plus de 48 heures. OK? Pas juste un comprimé, une journée, une soirée. Fait que, puis, ils regardaient un peu l'évaluation subjective du sommeil. Fait que, tu sais, sont-ils fatigués le lendemain? Sont-ils capables de fonctionner? Le sommeil, est-tu bon? Puis, je te dirais que, tu sais, de façon intéressante, ce qu'ils ont genre prélevé ou ce qu'ils ont analysé, bien, ils se sont rendus compte que, en fait, de un, la mélatonine pour aider, va aider plus quand on voyage vers l'Est. Donc, tu sais, quand on voyage vers l'Est, pourquoi donc, Julien? Ben, c'est le sens du vent, là. Exact, ouais. Exactement, ouais. Fait que, le vent, ouais. Les alizés, là, les alizés, là, regarde. Ouais, c'est ça. Non, mais comment... Non, c'est parce que comme on parlait, comme on parlait un petit peu avant, c'est pas mal plus facile s'activer que se mettre dans un état de sommeil, tu sais, de dire, ah, là, je me mets dans un état de relaxation. La switch est beaucoup plus facile de mettre à on qu'à off. Hein? Puis quand on voyage vers l'est, ben c'est un peu ça qui rentre là. Faudrait qu'on se couche plus tôt, dans le fond. Ouais. Faudrait qu'on aille au lit plus tôt, puis ben, de se dire, OK, il faut que je relaxe, il faut que je me détende, puis ça marche tranquillement arriver. Ben, en tout cas, ça marche difficilement. Là. En tout cas, moi, quand je me dis ça, je dors moins. Puis faut que je dorme, je dors pas. Ça, c'est sûr. C'est comme si, en fait, c'est comme si tu voulais que ta mélatonine, au début, soit sécrétée beaucoup plus tôt dans la journée, mais tu sais, de façon endogène, ça n'arrivera pas, là, surtout pas les premiers jours. Là. Mais non, t'es dehors, il fait clair, oublie ça, là, ça n'arrivera pas. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, je trouvais ça intéressant, puis c'est des principes, des fois, qui ont l'air d'être simples, peut-être, mais tu sais, que des fois, tu y penses pas, puis ça fait bien du sens. Fait que, tu sais, c'était plus efficace quand tu voyages vers l'Est. Il fallait au moins avoir, tu sais, passé 5 fuseaux horaires pour que ça soit efficace. Puis souvent, ils regardaient un peu, là, genre les différentes doses. Fait que, tu sais, genre un 0,5 par rapport à 5 mg de mélatonine, puis une dose mid ou moyenne de 5 par rapport à 8. De 1, probablement que la plus petite dose, donc 0,5, est quasi similaire aux effets du 5 mg. Puis passé 5, ben là, tu n'avais pas vraiment d'effet bénéfique à avoir. Ouais. Il y avait peut-être juste que, tu sais, 5 par rapport à 0,5, tu t'endors légèrement plus vite. Avec 5? Oui, avec 5. OK. Ouais. Mais c'était pas mal ça. Là. Fait que, tu sais, encore une fois, tu sais, ça peut être intéressant, mais avec le principe de dose minimale efficace, j'aurais eu tendance à quand même prendre le 0,5 qui demeure, selon l'étude, intéressant. Puis, si on voit qu'il n'y a vraiment aucun effet, tu voyages souvent, ben, à la limite, tu pourrais peut-être augmenter ta dose pour les voyages suivants. Là.
Ouais. Puis c'était Puis vraiment aussi, de le prendre un 48 heures au moins, là, tu sais. ouais, puis aussi, ce qui était drôle, c'est que justement, tu sais, l'autre étude avant regardait la mélatonine à libération prolongée de 2 mg. Puis là, tu sais, ça, il y avait un petit peu une inefficacité relative avec ce type de libération prolongée-là. Tu sais, que probablement que c'est une espèce de petit pic. Tu sais, la vélocité à laquelle tu as une concentration sérique sanguine maximale est peut-être un mécanisme qui fait que ça favorise l'endormissement un petit peu plus. Fait que, tu sais, si on avait à choisir une forme de mélatonine, ce qui fait du sens, ça serait probablement une à libération courte, normale, pas à libération lente. Absolument. Puis surtout que, tu sais, c'est niaiseux, mais je reviens un peu à ce que je disais, là, la sécrétion de mélatonine et l'implication ou l'association avec l'insuline. Fait que Ouais. si tu prends une dose à relâchement prolongé, puis il t'en reste le matin, puis toi, tu es quelqu'un qui se réveille tôt puis qui mange rapidement, mais là, tu pourrais encore avoir peut-être une gestion de ta glycémie qui n'est pas optimale. Fait qu'encore une fois, là, on est rendu là, à vouloir optimiser de façon très Ben, pointue. ce mais podcast-là, il est sur ça, tu sais, fait que c'est correct. Exactement. Fait que c'est parfait, là. Fait que Ouais. c'est pour ça que la libération prolongée, je te dirais que pour avoir déjà été tu sais, à quelques reprises me chercher différentes doses Mhm. dans le passé, j'ai jamais vu au Québec, en tout cas, des doses à relâchement prolongé. Tu sais, c'est sûr que, point de vue sur les internets, comme on dit, Mhm. probablement que tu peux en prendre, mais j'ai jamais vu ce genre de comprimé-là. Je sais pas si c'est plus aux États-Unis ou Ouais, je sais pas. nord-américain, mais... Puis aussi, j'ai rarement vu des doses faibles. Tu sais, tu regardes en Ouais, pharmacie, t'as raison. ça commence souvent à 5 mg. En fait, il y a du 1, là. Il y a du 1, ça, ouais, ouais, tu le vois ça souvent. existe. OK. Ouais. Ben, Parce souvent, que, non, mais j'ai déjà vu, là. OK. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Y avait-tu bougé? J'ai pas bougé. Il n'a pas bougé. Puis aussi, le nombre nécessaire à traiter, le number needed to treat Ouais, qu'on ça, regarde c'est dans les intéressant, ouais. études. Tu sais, pour donner une idée au monde là, qui n'ont jamais entendu ça, c'est le nombre. Tu as des number needed to treat, number needed to harm. Fait que le number needed to treat, c'est combien de personnes que tu dois traiter pour créer le bénéfice souhaité. Puis le number needed to harm, ben, c'est combien, quand tu prescris cette médication-là, combien de personnes que tu as besoin de traiter pour créer un effet secondaire significatif. Fait que c'est encore une fois toujours une question de risque-bénéfice quand on prescrit quelque chose, mais encore une fois, ça met l'enfance que n'importe quelle chose qu'on prend a un risque puis des effets secondaires potentiels. Puis c'est vrai pour n'importe quel médicament. Puis quand on a un number needed to treat là, en bas de 10-15, c'est considéré comme une intervention qui est quand même excellente, tout dépendamment de quoi. Là. Mais mettons d'ordre général. Puis là, ici, le number needed to treat, c'était 2. Fait que tu avais besoin de faire ce mode de prescription-là pour 2 personnes pour avoir un effet significatif pour une. Donc, c'est quand même... Honnêtement, je suis surpris que ça soit si bon que ça dans ce contexte-là là, de voyage vers l'Est puis de 5 fuseaux horaires. Je me serais attendu à un number needed to treat pas mal plus grand. Fait que ça veut dire que c'est quand même efficace dans ce contexte-là. Puis je pense que c'est une façon intéressante là, de s'accommoder au jet lag parce que quand tu regardais les études antérieures là-dessus, moi je me rappelle aussi dans les dernières années, ce qu'on véhiculait le plus, c'était de dire ben non, la mélatonine, ça ne change pas grand-chose sur le jet lag. Mais je pense que dans la population précise qu'on vient de dire, là, les 5 fuseaux horaires vers l'Est, ça peut définitivement avoir un bénéfice. Puis je pense que physiologiquement, tu l'expliques bien. Là, fait que honnêtement, je suis surpris. Puis moi, quand je regarde ça, je me dis, ben, prochaine fois que je voyage vers l'Est, là, en Europe, je vais l'essayer, c'est sûr. Puis, il ne faut pas oublier que, tu sais, de cette population-là qui étudiait, il y a quand même tous ceux qui travaillent dans les agents de bord, eux, c'est rare qu'ils font un voyage, tu sais, d'un fuseau horaire à l'autre. Tu sais, eux, ils vont faire plein de... Fait que, tu sais, même ceux-là, ça peut être plus compliqué. Puis, tu sais, tu t'attendrais à avoir un effet peut-être plus petit. T'as raison. Puis, malgré ça, tu as quand même un number to treat, tu sais, assez exceptionnel. Exceptionnel, oui. Quand j'ai vu ça, tu sais, on dirait que j'avais comme un petit doute, mais en même temps, tu sais, à un moment donné, il faut être critique dans les études, mais aussi, il faut le croire. Là, quand il y a un résultat significatif, il est quand même significatif. Là, fait que, non, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Fait que je pense que, tu sais, point de vue mélatonine, dans le fond, fait que si on ouais, c'était pas mal ça, là. Fait que, tu sais, si on en prend, on commence avec la dose la plus petite, puis on va à, tu
sur quelques semaines, on augmente la dose jusqu'à la dose minimalement efficace. Mais en fait, on ne suggère même pas de prendre ça de façon prolongée, même s'il n'y aurait aucun impact sur la sécrétion endogène. Ce qui semble être le plus intéressant, c'est pour les travailleurs de corps ou ceux qui ont... En fait, je ne l'ai pas dit, là, mais pour moi, le jet lag ou le jet lag induit par les travailleurs de corps est quand même un peu similaire. Fait que ça pourrait être intéressant pour cette clientèle-là ou ces personnes-là d'utiliser la dose minimalement efficace puis de voir si ça ne peut pas les aider à se switcher. Tu l'as-tu essayé récemment dans des corps de nuit? En fait, j'ai commencé à l'essayer, mais c'est lors des derniers quarts de nuit. Fait que je t'avoue que j'ai pas assez de recul pour te dire que j'ai trouvé que ça faisait une différence. Je t'avoue que, genre, les 2 dernières nuits, j'ai trouvé que, je pense qu'on en a déjà discuté, mais moi, je trouve que j'ai vraiment un sommeil morcelé quand je dors de jour. Je pense que je suis un peu fait de même, mais j'ai trouvé que la première partie de mon sommeil est beaucoup moins morcelée quand je l'ai pris. Mais on s'entend que ça se peut que j'aurais pas pris ce supplément-là, puis j'aurais eu le même sommeil la dernière fois. Mais je vais être curieux de voir, puis au pire, on en rediscutera, genre, par rapport à. Je serais curieux de voir avec tes données là, de. Là, c'est quoi que tu as, la Oura ou la Whoop là, que tu utilises? Moi, j'ai la Oura. Ou le matelas? Ou... Ben, excuse-moi, le matelas, la Oura, mais le matelas, des fois, avec le fait que je me réveille, je vais manger quand même sur l'heure du dîner. Des fois, je pense qu'il comprend difficilement, puis il comprend comme que le sommeil était le soir d'avant, parce que moi, je suis... Clairement que tu mêles toutes tes devices, là, toi, là, avec ton... Exactement. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Ça me fait penser, là, tantôt, tu parlais de devices, puis de regarder les devices pour voir un peu le trend, parce que, tu sais, ce qu'on veut, c'est le trend, hein, parce que, comme tu disais, c'est pas comme un polysomnographe. Fait que c'est ça le standard. Reste que pour chacun, si tu as une Whoop, une Oura, tu as un lit qui peut voir un peu ton sommeil, même s'il y a une erreur, ben, l'erreur est toujours la même pour toi. Fait que tu peux quand même faire cette analyse-là en sachant que c'est possiblement pas les meilleures données ou les données là, genre standard pour toi, mais ça reste que probablement que si c'est un trend positif de prendre quelque chose ou de faire une intervention, ben ça veut dire que ça a un effet positif, mais peut-être pas autant que tu penses. Tout simplement. Fait que je voulais juste rajouter ça. Tantôt, quand tu l'as parlé, là, parce qu'il y en a qui pourraient dire, ben ouais, mais on le sait que c'est pas idéal, c'est vrai, mais ça reste que l'erreur, elle va être toujours la même pour toi. Fait que c'est pour la personne même de regarder ce trend-là est bon, là. Oui, moi, ce que je dis souvent, c'est à moins que tu sois vraiment intéressé aux chiffres en valeur absolue. Moi, je veux savoir exactement combien de sommeil profond je dors par nuit. Ben, c'est sûr que les devices ne vont pas te donner cette réponse-là. De la même façon, que les balances par impédance, là, qui donnent ton taux de gras, on s'entend, c'est majoritairement pourri. Là, c'est pas quelque chose qui va être hyper précis. Si tu es intéressé à connaître exactement c'est quoi ta composition corporelle, ben, c'est pas la meilleure façon. Tu es vraiment mieux avec un DEXA-scan. Mais par contre, ça va te donner ta tendance. Si le delta reste le même. Fait que si tu es à 20 de gras puis tu te repèses 3 mois plus tard, tu es à 26, ben, tu as probablement pris 6 de gras. C'est pas la machine? C'est pas la machine. Là. Si tu te donnes aussi, si tu le mesures dans des conditions toujours similaires à chaque fois pour minimiser les erreurs. Fait que c'est un peu le même principe avec toutes les fitness bands qui vont faire le tracking du sommeil. Ben, ce qui nous intéresse, comme tu dis, c'est la tendance. C'est pas nécessairement le chiffre absolu, parce que ça, on le sait que quand c'est validé contre les polysomnographies, les meilleurs sont à peu près à 85% similaires, ce qui est quand même excellent quand tu y penses, pour une bague ou whatever, qui va... Puis comment ça le fait? Ça l'utilise en regardant ta température corporelle, ton rythme respiratoire qui est inféré à partir de ta variabilité cardiaque. Ça regarde justement ta variabilité de ta fréquence cardiaque, puis tes ta mouvements, fréquence cardiaque aussi. Ta fréquence puis tes mouvements. Puis ça donne, chaque compagnie a un peu leur algorithme propre, mais une des meilleures, en fait, c'était la Apple Watch, les dernières générations, puis de très près ensuite, c'était la Oura, Whoop, puis les matelas Sleep aussi, qui étaient très bons aussi. La problématique de la montre Apple, je pense que beaucoup de monde ont, c'est que, tu sais, de dormir avec une montre, chez certains, ça peut être tannant un peu. Là. Fait que, je pense que la durée de la batterie aussi fait que souvent, tu vas recharger
Pendant la nuit, justement. Pendant la nuit. Fait que, Ouais. tu sais, c'est moins efficace, mais sachez que ceux qui ont des Apple Watch dernière génération est quand même très, très, très bon pour estimer les phases de sommeil. Mais en tout cas, puis tous les trackers étaient quand même très bons pour dire OK, tu dors ou tu es réveillé. Fait que, tu sais, ça, pour ça, c'est quand même très près, très, très près de la réalité d'une polysomno. Puis aussi, il y a les nouvelles affaires, hein, les genres des trucs là, que tu peux mettre là, qui lient un peu ton EEG là, quand tu dors. Ouais. Ça, moi, je suis sûr que je serais incapable de dormir avec une espèce d'affaire strappée autour de la tête, là, oublie ça. Là. Mais ça, c'est encore plus précis. Là. Je me rappelle plus des noms des compagnies, mais il y en a qui ont ça. Là, ils font genre du neurofeedback avec ça. Ça peut aider à dormir. Puis ça, c'est plus précis encore, pas mal. La seule problématique de plusieurs, moi, ce que j'aimais de la Oura, j'ai pas révisé ça dans les derniers mois, mais c'est que la Oura te donnait une estimation, mais aussi toute ta nuit. Versus, il y a plusieurs outils qui, eux, te donnent une valeur, puis une valeur moyenne. Puis, tu sais, des fois, tu es comme, est-ce que ça a été pris au bon moment que ça aurait dû être pris? Fait qu'il y a ça un peu qui faisait que j'émettais un doute sur plein de trackers. Versus la Oura, tu pouvais soit choisir, il te donne la valeur minimale, disons, de la fréquence cardiaque, mais il donne aussi ton trend, ta valeur moyenne, puis tu peux regarder un peu le tracé. Fait que je trouvais ça intéressant, tout dépendant de, hey, tu sais, j'aimerais ça regarder, voir le trend de ma fréquence cardiaque, la minimale versus moyenne, puis tout ça. Là. Fait que c'est ça que j'aimais de la Oura, dans le fond. Là. Ou que j'aime de la Oura. Ça, c'est important. Puis surtout, mettons, tu sais, encore une fois, tu sais, la valeur de ça va dépendre d'une personne à l'autre, mais aussi dans une optique de training puis de performance, de suivre ta variabilité cardiaque. Il y en a qui ont un intérêt à le faire, mais d'avoir juste comme une prise de ton HRV à un moment random là, ou proche de ton éveil, versus la Oura qui va te le donner pendant toute la nuit. Tu peux voir comment que ça évolue dans la nuit, puis d'inférer un petit peu t'es rendu où dans ton... Dans ta phase d'entraînement, est-ce que tu overreach trop ou pas? Ça peut être plus utile, mais on se fera une discussion sur ça là, éventuellement. Mais c'est ça. Fait qu'il faut en prendre et en laisser, mais quand même, il y a quand même de la valeur, moi, je trouve, à ces trackers-là pour une même personne. Là. Tout à fait. Tout à fait. Si on passe aux autres suppléments, en fait, j'ai regroupé un peu. Là, on parlait du tryptophane puis du 5-HTP. La discussion va être plus courte que pour la mélatonine, je te dirais. En fait, c'est un peu, là, ça joue sur la production, là, dans le fond, de sérotonine puis de mélatonine. Fait que pourquoi prendre un précurseur quand je peux prendre la mélatonine? Fait que ça se résumait un peu à ça, là, tu sais. Fait que j'ai trouvé moins intéressant, là, comme supplément puis d'aller deep avec ce genre de supplément-là. Je te dirais que je prioriserais, si je prends quelque chose, de prendre directement de la mélatonine, là. Ouais, je suis d'accord. C'est une molécule qui fait en sorte que ça peut augmenter un peu ta production endogène, mais c'est pas clair, là, puis il n'y a pas d'études qui nous flabbergastaient là-dessus, là. Fait que je pense que je suis bien d'accord. Tryptophane 5-HTP, c'est pas quelque chose que je compterais dans l'arsenal thérapeutique potentiel. Pas pour l'instant, en tout cas. Pas pour l'instant, je m'en tiendrai à la mélatonine si tu veux prendre la mélatonine. Là. Si ça peut être intéressant dans les cas qu'on t'a parlé un peu plus tôt. Là. Ouais. Après ça, c'est un gros, hein? C'est un gros, ça, là. C'est un gros à mode, ça, en plus de ça, là. Le magnésium. Le magnésium. Pourquoi c'est à mode? Je sais parce qu'Andrew Berman puis Peter Attia ont parlé de magnésium, puis là, tout le monde veut du magnésium parce que tout le monde est déficient en magnésium, puis si tu prends pas de magnésium, t'es mort. OK. OK. Tu m'étonnes? Ouais. OK. Non, mais tu sais, avoue, là, que à un moment donné, on dirait, là, tu sais... Il y a un trend. Il y a un gros trend. Mais attends, je vais te dire qu'est-ce qui arrive, OK? Vas-y. Il y a quelqu'un qui a comme une réputation, tu sais, puis qui va mentionner... On n'est pas mentionner... obligé de dire des noms. On n'est pas obligé de dire non. On n'est pas obligé. Mais tu sais, qui va mentionner dans un podcast que lui, il trouve que le magnésium est important pour X, Y raison. Puis la discussion qu'il y a dans son podcast est vraiment nuancée, tu sais. Est très nuancée, tu sais. Puis c'est vraiment comme... puis je parle de Peter Attia, là, tu sais, qui va dire... Voici pourquoi je parle de ça. Voici les avantages potentiels et tout. Puis là, 5 minutes après, il y a quelqu'un qui va remixer un reel, qui va juste prendre Peter Attia qui dit ouais, il y a beaucoup de gens qui sont déficients en magnésium puis ils le savent pas. Puis là, ils vont couper à ça aide les fonctions cognitives. Puis là, après ça, ils te sacent un produit d'en face, by magnesium. Parce que Peter Attia l'a dit. Mais il faut que tu aies écouté le podcast au complet.
Parce que là, tu as vraiment une vision un peu plus nuancée, tu sais. Puis il y a aussi d'autres gens que j'aime un peu moins qui sont très genre, ça fait du sens Très physiologiquement, incisif donc ou... ça fonctionne, Ouais, tu sais. ouais. Ah, ça fait du sens, donc l'effet est significatif. Mais tu sais, il y a countless, là, un nombre hallucinant de choses comme ça qu'on pensait qui faisaient du sens au niveau de la physiologie, mais qu'au final, il n'y a aucun impact clinique significatif. Zéro. Fait que ce qui fait du sens en théorie, des fois, quand on le teste en pratique, ça ne marche pas pantoute. Même affaire, tu sais, c'est pas parce que ça marche sur un rat que ça marche sur un humain. Là, tu sais, fait qu'il faut nuancer, tu sais. Ceci étant dit, quand Mais on fait c'est un pas... show... Ouais, C'est vas-y, pas... excuse. Non, mais je trouve ça intéressant, tu sais, il faut nuancer, mais c'est pas trendy ou c'est pas sexy de nuancer. C'est sûr. C'est souvent plus trendy ou plus sexy de vraiment dire soit le prendre ou pas le prendre, tout dépendant de la substance, là, Ah, pour mon X, gars, Y. C'est souvent ça. si on était vendeur de suppléments, on ferait faillite vite en tabarouette, tu sais. Ouais. Parce qu'on serait comme, ouais, finalement, les gars, tu sais, on va annuler votre contrat parce que personne n'en achète. Mais tu sais, ce que je pense qu'on dit, c'est qu'il y a une place pour tout, mais c'est un choix individuel. C'est impossible de recommander at large. Tu sais, quelqu'un en partant qui recommande at large pour tout le monde que ça fonctionne. Parce que tout le monde a une carence, c'est un peu... Tu mens, là. Je veux dire, c'est aussi simple que ça, là. Le choix de suppléments, c'est quelque chose qui est vraiment individualisé. Après une évaluation là, complète là, de la santé de la personne, les facteurs de risque, les problèmes, etc. Puis là, on dit, OK, oui. L'alimentation. L'alimentation, OK, pour cette personne-là, il pourrait avoir un effet bénéfique. Là, je vais le recommander. Mais de faire des recommandations populationnelles sur des espèces d'inférences physiologiques un peu boiteuses, je suis un peu contre ça. Parce que, tu sais, c'est comme, encore une fois, tu sais, la mode est vraiment sur ce qui est personnalisé. Puis, je pense que c'est là-dessus qu'on devrait faire le focus, l'espèce de médecine 3.0. Mais d'un autre côté, tu as un paquet de monde qui vont faire des recommandations at large, comme tout le monde devrait prendre du AG1, puis tout le monde devrait prendre du magnésium, puis tout le monde... Puis je suis comme, ben, de quoi tu parles, là? L'optimisation de la santé, c'est quelque chose de vraiment individualisé. Puis ça, c'est une fois que tu as fait la job de faire tout ce qu'on sait qui marche at large. L'exercice régulier, la bonne hygiène de sommeil, l'alimentation avec une diète qui est variée et équilibrée. Puis après ça, on parle du fine-tuning. Ou, tu sais, nous autres, moi, c'est mon point de vue de médecin, contrairement à des influencers qui sont pas capables de rien prescrire parce qu'ils n'ont pas la licence, ben c'est sûr qu'ils vont juste comme pousser des suppléments, tu sais. Puis souvent, ils ont une cote là-dessus. Fait que, tu sais, en partant de ton conflit d'intérêt, mais, tu sais, moi, comme médecin, je vais plus loin, là, dans le sens, tu as des facteurs de risque familiaux, tu as des problèmes génétiques, tu as des choses qui sont très spécifiques à toi. Ben là, il y a de la pharmacothérapie, littéralement, qui va vraiment offsetter ton risque de façon significative si on pense que c'est quelque chose qui est une bonne option pour toi. Mais, tu sais, faut juste... Mon message, c'est juste, faites attention aux espèces de claims, là, tu sais, de... Ça, c'est bon pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde. C'est juste pas vrai. T'sais. Point final. Regarde, je m'en vais. Fuck off. Bye. Non, mais je pense que tu as raison de dire, tu sais, il faut faire attention. Puis parfois, tu peux avoir un grand impact négatif de prendre un supplément ou une substance. Ouais, fait que faut le relativiser avec un peu les antécédents, les problèmes de santé, les suppléments, puis aussi qu'est-ce qui a été fait au préalable. Fait que, exact. Souvent, on oublie toutes ces choses-là, puis on essaie d'avoir une pilule pour tout le monde qui marche. Puis effectivement, des fois, malheureusement, eux sont commandités. Puis, by the way, je profite pour dire que cette révision-là est faite pour monsieur et madame tout le monde, professionnels de la santé, mais on n'est aucunement financé, sponsorisé par quoi que ce soit. Là. On parle de façon très neutre de ces suppléments-là, puis on parle de notre expérience personnelle, mais on n'a aucune part ou aucun... non, puis on n'en aura jamais. T'sais, même si quelqu'un dit « Hey, les gars, voulez-vous promouvoir ça? » Jamais. L'autonomie et l'indépendance professionnelle, surtout quand c'est attrait avec la santé des gens, est hyper importante. Puis tu peux juste pas te mettre dans une position que tu recommandes quelque chose puis que tu es commandité par, parce que tout ce que tu dis après, là, c'est bien de biaisé. valeur, là, mais c'est biaisé. Même si tu te dis non, j'ai divulgué puis tout, t'es biaisé. T'as un avantage financier sur un astique de pilule, là, c'est sûr que t'es biaisé. C'est sûr que tu vas la pousser. Fait que nous, on n'aura jamais ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de publicité, c'est pour ça qu'il n'y en aura jamais, puis that's it, là.
pour ça que c'est nous autres qui fait notre editing aussi, puis on a des problèmes techniques, je te dirais. Exact. Mais Ben, regarde, l'option 2, c'est un OnlyFans, tu sais, ça, ben, je me dis, ça, on l'a pas encore mis de côté. On l'a pas mis de côté entièrement, pas entièrement écarté la possibilité, là. Ouais, je suis encore en train de limer mes ongles d'orteil. Bon, fait que, en gros, je te dirais, le débat vient beaucoup de la possible carence puis du bénéfice que pourrait avoir. Juste pour faire un petit résumé, là, les sources alimentaires de magnésium, le principal, légumes verts, noix, légumineuses, les céréales, viande, poisson, genre surtout saumon, poulet, bœuf. Fait que, entre toi et moi, encore une fois, si tu as une diète qui est relativement bien équilibrée, je pense qui est quand même majoritaire là, dans la population au Québec, au Canada, puis nord-américaine. Pas sûr de ça, moi. Je te dirais que c'est majoritairement faux. Quand tu regardes la diète nord-américaine, mais tu sais, chez les gens qui sont plus health conscious, tu sais, je pense que c'est eux qui bénéficieraient le moins de magnésium, tu sais. Fait que tu sais, les gens qui écoutent notre podcast, là, puis qui prennent du magnésium, probablement qu'ils prennent rien parce que probablement qu'ils ont une alimentation qui est déjà très variés puis ils ont déjà fait un gros de la job. Mais encore une fois, ça reste très, très, très une pente glissante de dire OK, parce que tu manges moins ça, tu es déficient en magnésium, donc ça égale les problèmes de santé que tu as en dessous de ça, ou une partie de whatever, puis on va voir dans les études qu'on a vues. Alors que quand tu c'est tellement tough à faire, ces études-là, tu sais, sur genre, on a fait une étude épidémiologique sur genre du monde, on leur a questionné sur leur diète, puis là, tu sais, le monde, écoute, moi, j'ai la misère à me rappeler ce que j'ai mangé hier, là, fait que, tu sais, de dire, dans les 3, 4, 5, 6 derniers mois, est-ce que tu consommes combien de fois semaine, ci, puis ça? C'est des études qui sont toujours très faibles. Tu sais, tu peux pas tirer des preuves vraiment bonnes là-dedans. Fait que, tu sais, quand tu veux généraliser, faire des recommandations, ça devient extrêmement difficile. Mais by the way, tu sais, je suis pas pro puis pas contre le magnésium dans le sens, je pense que ça a sa place dans certains cas. Puis encore une fois, c'est toujours une question de risque-bénéfice, coût, opportunité manquée quand tu parles d'interventions de toutes sortes, y compris la médication puis les suppléments. C'est quoi le risque associé? C'est quoi le bénéfice potentiel? Est-ce que le delta fait du sens dans mon cas? Combien ça coûte? Hein? Parce que là, tu payes out of pocket. Puis c'est quoi le coût d'opportunité manqué? Dans ce cas-ci, ben, c'est d'avaler un médicament. Tu ne perds pas trop de temps. Mais je te donnerais des exemples. Mettons, je veux investir X temps de mon budget d'heures par semaine sur telle activité. Ben, c'est mieux de donner un résultat parce que pendant que tu fais ça, tu ne fais pas d'autre chose. Tu n'es pas avec ta famille, tu n'es pas avec tes amis, tu n'es pas en train d'entretenir tes relations, etc. Et c'est pas long qu'il n'y en ait plus d'heures dans une semaine. C'est vrai. Il n'y a pas de one pills fits all, dans le fond. Là. C'est vraiment... Ouais, on va se faire des t-shirts. Pas de one pills fits all. Exact. Puis juste avant de parler des études, je voulais juste résumer un peu, là, point de vue sommeil, comment le mécanisme d'action, dans le fond, du magnésium, ça serait surtout, il y aurait un effet un peu mixte ou un effet double. Dans le fond, ça va être il va avoir un effet positif ou un effet agoniste au niveau des récepteurs GABA. Puis on sait que le GABA, c'est un des neurotransmetteurs, de la fonction inhibitrice principale au niveau du système nerveux central. Fait que si tu as un effet agoniste ou positif de ce côté-là, ben ça aide à endormir. Puis aussi, il y aurait un effet antagoniste au niveau des récepteurs NMDA, qui est en fait le récepteur du glutamate, qui est le récepteur principal, la fonction genre plus de l'excitation ou de l'état d'éveil. Ouais. Fait que dans le fond, si tu as un effet agoniste pour aider à te calmer, t'endormir, puis un effet antagoniste, point de vue s'exciter ou se réveiller, ben c'est parfait, là. Fait que ça serait un peu ça. Habituellement, chez monsieur et madame tout le monde, ces récepteurs-là sont juste en équilibre. Fait que t'es sain, je te dirais. Mais là, lorsque tu as un déficit ou une carence, ben c'est là qu'il pourrait avoir un bénéfice de prendre ce supplément-là, potentiel. Fait que ça, en gros, c'était un peu ça là, que je voulais résumer avant de parler des études. OK. Fait que là, si on parle des études, dans le fond, est-ce que vraiment ça vaut la peine de prendre un supplément de magnésium? Fait que première étude, c'était une revue systématique de la littérature disponible sur le rôle du magnésium dans le bonne hygiène du sommeil. Fait qu'ils ont réussi à avoir 9 études, quand même 7582 sujets. Fait que je pense que c'est un pool important puis imposant, puis on peut aller voir qu'est-ce qui est d'intéressant de ça.
Puis, cependant, ils ont regardé un peu, l'intervention, c'est de voir ceux qui s'alimentent de façon importante en magnésium ou qui prennent des suppléments. Fait qu'encore une fois, on s'entend qu'il y a beaucoup d'estimation quand on parle de nutrition puis alimentation. Là, c'est estimer ces choses-là. Fait que ça peut mettre un biais puis mettre un bémol sur les résultats qu'on obtient puis l'analyse. Puis ils ont comparé, le comparatif, c'était soit une alimentation pauvre en magnésium, encore une fois, point d'interrogation, ou un placebo. Fait qu'eux, ils ont regardé les patterns de sommeil. Étonnamment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 2 types d'études. Fait que les études plus observationnelles, un petit peu moins d'impact, point de vue, genre les conclusions qu'on peut ressortir, bien, il avait l'air d'être positif. Ça avait l'air d'être intéressant, puis ça avait l'air d'avoir un impact positif sur les patterns de sommeil. Cependant, quand tu regardais à l'intérieur de la revue systématique les essais randomisés, bien là, ça annulait tout. Fait qu'il n'y avait pas vraiment d'impact, à part peut-être une petite étude, 46 patients, l'oxyde de magnésium, parce qu'on sait en plus, là, on a parlé du magnésium, il y a plusieurs formulations de magnésium qui peuvent avoir un impact. Puis ça, je pense qu'on à un moment donné, on parlera vraiment juste du magnésium, là, parce qu'il y a énormément de formulations, de façons là, de prendre du magnésium, les effets, puis tout. Là. Je pense que c'est quand même super intéressant, by the way, là, le magnésium. Là, je bâche pas sur le magnésium, je bâche sur les recommandations at large puis vendre des produits, là, c'est plus ça. Mais on fera de quoi de plus spécifique sur le magnésium, parce que c'est quand même super intéressant ce qui entoure ça. Là. Absolument. Fait qu'il y avait une étude, 46 patients, de l'oxyde de magnésium, un 500 mg sur 8 semaines, chez des personnes âgées qui avaient peut-être un potentiel effet positif sur une diminution de la latence avant le sommeil, puis d'augmenter la qualité du sommeil. Fait que, genre à garder en tête, mais c'était vraiment une étude parmi ceux randomisés contrôlés qui ont plus d'impact sur les conclusions qu'on peut avoir. Fait qu'en gros, ça demeure très neutre comme résultat. Tu te dis, OK, point de vue sommeil, est-ce que vraiment c'est si intéressant que ça? Oui. Moi, ça fait partie des choses, essaye, puis regarde au niveau de tes données, qu'est-ce que ça fait. Je pense encore une fois, très peu de risques, potentiel bénéfice. Regarde un peu qu'est-ce que ça fait, si tu penses que tu pourrais en bénéficier. Mais encore une fois, le magnésium, si tu as une atteinte rénale, tu as d'autres polypharmacies, etc., c'est quelque chose que j'éviterais définitivement. Mais quand même, ça reste quelque chose qui est pas qui a peu de chances de causer d'effets délétères, puis qu'il y a peut-être un bénéfice là, qui pourrait exister. C'est juste que quand tu regardes, c'est l'effet de grandeur de ces bénéfices-là dans le contexte de sommeil, on s'entend. Là, on parle du sommeil. C'est quand même très faible, tu sais. Ça dépasse à peine le placebo, mais de façon des fois significative quand même dans une étude. Puis c'est là qu'il faut voir aussi, tu sais, statistiquement significatif versus cliniquement significatif. Ouais. Parce que tu peux, à un moment donné, faire des études. Tu sais, des fois, une des choses qui va arriver, c'est que tu fais une étude, puis tu ne trouves pas une différence statistiquement significative. Puis là, une des causes de ça peut être parce que finalement, ton supplément n'a aucun espèce d'effet potentiel ou tu n'avais juste pas assez de gens. On parle de puissance d'étude, de dire on n'avait juste pas assez de gens pour démontrer qu'il y avait un changement. Mais souvent, il y a des shortcuts qui se font. Tu sais, tu te dis, on fait une étude énorme avec 40 000 personnes, puis, hey, la différence là, entre les deux groupes, là, on va dire, je dis n'importe quoi, mais tu sais, pour le magnésium, il y avait une augmentation statistiquement significative de leur sommeil profond de 5 minutes. C'est statistiquement significatif, donc oui, il y a un bénéfice. Mais est-ce que c'est cliniquement significatif? Oui. D'avoir 5 minutes de... Ouais. C'est à prendre selon le contexte. Peut-être point de vue de s'endormir, c'est peut-être pas si important que ça. C'est ça. Point de vue autre détail, là, à voir. Là, mais effectivement, il faut le voir au niveau clinique aussi. Puis, il faut le voir au niveau clinique. Fait que n'importe quel supplément, tu es comme OK, mais tu sais, pour Jean-Paul ou Monique, tu sais, qui veut savoir si ça fait du sens de prendre ça puis d'aller faire ce petit game marginal-là, ben, il faut voir. Peut-être la réponse c'est oui, peut-être c'est non. T'sais, mais quand tu regardes, mettons, une population, exemple, d'athlètes qui veut gagner la médaille d'or aux Olympiques, ces 5 minutes-là
peut faire faire la une différence. différence. Ah oui, non, Fait que c'est là que ça devient des choix individualisés, tu sais, puis qu'il faut voir un petit peu, encore une fois, coût-bénéfice, gain potentiel, risque, etc. Fait que c'est toujours des discussions intéressantes à avoir avec des gens, mais c'est quoi le contexte, tu sais? C'est sûr que nous autres, quand on fait des triathlons, tu sais, moi, cette 5 minutes-là, mon gars, si je peux gagner 3 secondes, tu peux être sûr que je vais le faire. T'as raison. Non, effectivement, non, Non. je le ferai pas, c'est parce que je m'en sac, là, tu sais. On est d'accord. On l'a vu à l'Alpe du Zwift, d'ailleurs, tantôt. Ah, c'est quand même difficile, cette montée-là. Hein? Absolument. Ouais. OK, fait que, tu sais, genre, point de vue prise plus ou moins intéressant avec cette étude-là, à Ouais. mettre dans le contexte de qu'est-ce qu'on veut faire. Ah, peut-être un petit signal, point de vue population plus âgée, peut-être intéressant. Si on voit la prochaine étude, c'est aussi une autre revue systématique, puis méta-analyse sur la supplémentation Péros de magnésium pour le traitement de l'insomnie chez la personne adulte plus âgée. Fait que, tu sais, intéressant. Cependant, ils ont réussi à trouver 3 études puis 151 sujets. Fait que ça demeure, tu sais, je trouve que c'est pas petit exactement comme échantillon. Fait que, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'estimaient pas la supplémentation ou ils n'estimaient pas la quantité de magnésium qu'ils prenaient avec l'alimentation ou la nourriture. Ils prenaient un supplément, puis c'était un peu ça. C'était le comparatif, c'était un placebo ou aucun traitement, puis ils regardaient la qualité du sommeil puis les effets secondaires. Ben, tu sais, sur les 3 études, là, ça différait le temps d'intervention de 20 jours à 8 semaines. Donc, 20 jours, c'est pas beaucoup c'est pas une durée énorme. Tu sais, on s'entend, là, comme on l'a dit, souvent, ça prend quelques semaines à augmenter la dose qu'on prend souvent pour avoir la dose minimalement efficace. Fait que ça demeure petit. Puis, ça augmentait peut-être le début de 17 minutes, genre 17 minutes. Ouais. Non, mais tu sais, quand même, 17 minutes, tu sais, c'est quand même intéressant, là. Tu sais, c'est pas 3 minutes, là. Fait que une latence de 17 minutes de moins, interesting, non? Oui, oui. Mais tu sais, je veux dire, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe, point de vue, tu sais, 20 jours à 8 semaines, tu sais, en tout cas, c'est juste, l'échantillon m'apparaît, tu sais, quand même petit pour dire que c'est vraiment ça qui se passe. Tu sais, je serais curieux avec un échantillon plus grand, puis vraiment, toutes les études sont 8 semaines ou, je sais pas moi, quelques mois, puis c'est juste ça. Mais tu as raison que si c'est ça, faut le noter quand même. Ouais, parce que moi, quand je vois ça, tu sais, sur une petite étude comme ça, tu avais quand même quelque chose de significatif sur si peu de gens. Je me dis, ben, Colin, c'est peut-être une étude qui serait le fun à faire sur 300 personnes au moins, puis de voir un peu qu'est-ce que ça fait, parce que peut-être l'effet il est réel puis plus grand que ça, même, ou peut-être que finalement, c'est rien pantoute, on le sait pas. Mais pour la latence, c'était quand même intéressant. Pour ce qui est la durée totale, non, il n'y avait pas d'intérêt. Ouais. Ce qui même, tu sais, disons que, comme tu dis ici, de s'endormir plus rapidement marche, puis la durée totale marche moins, mais que j'optimise, tu sais, j'essaie d'avoir un nombre d'heures, tu sais, entre 6h30 puis 7h30, puis j'accélère la durée ou, je sais pas, la vitesse que je m'endors, ben des fois, ça peut faire une différence sur le temps que tu dors, dans le fond. Fait que, tu sais, le temps total, ben ça, je pense, des fois, ça peut t'appartenir à aller te coucher tôt, puis de prévoir un peu un genre de 7-8 heures au moins d'être au lit pour avoir au moins une quantité possible. Tu sais, parce que si tu te donnes un 6 heures de sommeil, ben, mon petit chum, je te le dis, si tu essaies d'avoir 6h30 d'être endormi, ça ne marchera pas. Ça, c'est un bon point, ça. Point. Je voulais juste t'aider avec les calculs simples. Non, parce qu'on sait que des fois, les calculs simples. Calcul simple, c'est pas ma force, moi. C'est les calculs compliqués. Je sais pas pourquoi. Ça, tu me torches, les calculs compliqués. Mais les calculs simples, des fois, compter le nombre de longueurs dans une piscine qu'on fait, étonnamment, ça peut être compliqué. Hey man, ça là, s'il y a une affaire que je sais pas comment tu fais pour tenir le compte, genre de quand tu nages, c'est ça. C'est impossible pour moi. Je compte jusqu'à 3, ben ça, je suis perdu. Puis là, je me sors la tête. On a-tu fini? Non, il t'en reste comme 50 longueurs. Je suis comme, ah, ok, cool. Hey, regarde, trêve de boutade, continuons.
Continuons, oui. Dernière étude, là, on va passer rapidement, mais c'était plus point de vue formulation. Là. Fait que, si on se dit, on cherche à voir, y a-t-il un effet au niveau du sommeil? Puis pour l'effet au sommeil, bien, probablement qu'on chercherait une formulation ou une formule qui va plus facilement au cerveau. Ben, il y avait une étude qui parlait là, un peu une étude chinoise sur le MACT ou le magnésium L-thréonate, dans le fond, qui serait probablement la formulation avec une biodisponibilité au niveau du système nerveux la plus importante. Fait que, souvent, c'est rapporté que le citrate de magnésium est celle que, si tu veux prendre, point de vue effet multiple, genre là, il y a plein d'effets au niveau du magnésium, le citrate pourrait être intéressant, mais si tu veux un effet plus au niveau du sommeil, au niveau des fonctions cognitives, bien là, il y aurait le L-thréonate. Fait que c'était surtout pour aller voir un peu cet effet-là. En même temps, l'étude est bizarrement faite. C'est un comprimé avec plusieurs substances autres que le L-thréonate. Fait que, genre, il n'y avait pas l'air d'avoir de... Puis, en fait, ça regardait le sommeil, mais plus comme sécurité de l'étude, il regardait l'effet au sommeil. Fait que c'était pas le principal objectif de regarder le sommeil, c'était plus est-ce que c'est sécuritaire de prendre cette formulation-là, puis il n'y avait pas d'effet négatif ni positif. C'est ça, fait que c'était un issue secondaire. Eux autres, ce qu'ils regardaient, c'était plus les fonctions cognitives, puis c'était la mémoire, puis l'apprentissage, chez une population d'adultes chinois en bonne santé. Encore une fois, est-ce que c'est applicable pour, mettons, la population nord-américaine? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse pour ça. Mais ça va être intéressant qu'on parlera du magnésium plus pour ce qui est de fonctions cognitives long terme, des choses comme ça. Là, ça va être intéressant d'aller un petit peu plus en détail là-dedans. Mais effectivement, le sommeil là-dedans, c'était l'issue secondaire. C'était plus dans voir le profil. Puis oui. Ben, la sécurité de cette prise-là, dans le fond même. Là, je ne suis pas sûr. Je pense que c'était même pas un objectif secondaire. C'était juste le profil de sécurité était regardé. C'est même pas un objectif secondaire. Oui, fait que tu sais, on s'entend. Fait que pas grand-chose là-dessus, mais pas délétère en tout cas. T'sais. Exactement. Là. C'était pas rapporté. Les gens ne disaient pas hey, je dors mal avec ça. Oui, exact. Okay. Fait que, en gros, si tu regardes un peu qu'est-ce qui. Les études, puis par rapport au magnésium, ce qui a beaucoup été regardé, là, c'est à l'intérieur d'un 300 mg à 1000 mg de magnésium. C'est difficile de dire que la littération est très positive, point de vue prise de magnésium pour le sommeil. Je pense que c'est pas encore assez fort pour recommander de façon systématique pour tout le monde de dire « Hey, prenez ça », mais si ça veut être essayé, j'essaierai avec des doses entre 500 et 1000 mg, puis genre sur quelques semaines pour vraiment voir l'impact que ça peut avoir sur ton sommeil. Puis à la lumière je te dirais, de la revue de la littérature qu'on a faite, je prioriserais probablement ceux qui peuvent avoir des carences ou un déficit en magnésium. Puis là, encore une fois, ça peut aller vers les personnes qui sont plus âgées, donc qui ont des comorbidités ou surtout qui prennent des médicaments qui peuvent avoir un impact sur la disponibilité ou l'absorption du magnésium. Fait que possiblement que, point de vue sommeil, je prioriserais cette clientèle-là pour la prise. En même temps, il faut vraiment que ça soit surveillé par un professionnel de santé parce qu'il peut avoir justement des impacts quand même. C'est ça. Le profil de sécurité n'est pas 100%. Et plus petit. Pas 100%. Et plus mince, fait que faire attention. Là. Fait que c'est ça que je retenais pour l'instant du magnésium puis de l'impact ou de la pertinence de le prendre pour le sommeil, surtout. Oui, ça, on parle de sommeil. Cool, parfait. Fait que c'est pas mal ça. Les prochaines molécules là, qu'on va parler, je dirais que ça va être ça va être pas sur l'impact de différents mécanismes de sommeil nécessairement que ça va avoir, mais c'est plus sur qu'est-ce qui se passe dans la journée, surtout gestion du stress dans l'anxiété et qui peut aider à mitiger un peu le stress qu'on a dans la journée et qui peut faciliter le sommeil. Fait qu'il n'y a pas d'impact nécessairement de ce que je comprenais sur le sommeil en tant que tel, mais le fait de mitiger les pics de stress, d'anxiété, puis d'essayer d'avoir un genre de stabilité de ce stress externe-là qui peut impacter le sommeil, on le sait, là, pour tout le monde. Ah oui. Juste d'avoir un gros examen le lendemain ou un gros test ou une présentation, ce stress-là d'accumuler peut impacter le sommeil. Fait que en mitigeant ce genre de pic-là, ça pourrait aider au sommeil. Fait que la première molécule que je voulais parler, c'est l'ashwagandha.
Ouais, ça aussi, quelque chose qu'on entend pas mal beaucoup parler. Ouais. En fait, ça vient, ça vient d'une plante adaptogène. Fait que souvent, ça fait longtemps que c'est utilisé. Il y aurait une capacité à réguler un peu là, la réponse à des stresseurs externes. Puis ça aiderait un peu, là, comme je l'ai dit, là, à stabiliser ou minimiser tout le stress puis l'anxiété qu'on a dans la journée, puis faciliter le sommeil. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça que cette molécule peut faire. Fait que, c'est un profil différemment ou une prise différente peut-être des autres suppléments. C'est plus une prise qu'on peut avoir pendant la journée, là, et non uniquement au sommeil. Oui, puis... vas-y. Ouais, c'est ça. Puis je pense que ce qui avait été regardé, c'était beaucoup l'impact, mettons, sur le cortisol là, avec l'ashwagandha. Puis, puis l'ashwagandha, par exemple, faut faire attention, il y a ça a été rapporté quand même des prises qui causaient de l'hépatotoxicité, la toxicité au foie, là, parce que quand c'était pris justement de sources un peu weirdo, là, fait que, encore une fois, il faut checker d'où ça vient, là, puis si la compagnie, elle est fiable, mais c'est quand même quelque chose qui a été utilisé depuis énormément de temps, surtout dans la médecine plus orientale. Mais bref, ça peut être intéressant là, chez certains individus. Il y en a chez qui rapportent quand même des changements significatifs au niveau principalement du stress. Comme tu dis, indirectement, ça va jouer sur le sommeil, mais le but initial de ça, c'est pas nécessairement le sommeil en tant que tel. Ça me fait penser, ça peut être intéressant, là, c'est professionnels de santé qui écoutent, mais peut-être les patients ou les clients qui écoutent, là, de prendre des suppléments peut avoir un impact, comme tu viens de le dire, l'ashwagandha. Fait que lorsqu'on demande aux patients, là, qu'est-ce que vous prenez comme médicament, pas hésiter à ajouter même les suppléments que vous prenez. Ça peut avoir, ça peut être important, puis ça peut être un des éléments qui fait en sorte que, je sais pas, là, vous vous sentez pas bien, là, fait que, c'est intéressant que tu dises qu'il peut avoir un effet au niveau de l'hépatique, au niveau du foie. Oui. Ça me rappelle un peu, là, des fois, le monde pense que les suppléments, il n'y a aucun impact, fait qu'ils ont juste besoin de dire les médicaments. Oui, puis des fois, puis c'est ce qu'on sait moins, puis ce qu'on connaît moins, puis qui n'est pas étudié, c'est l'impact de tous ces suppléments-là ensemble. Mettons, quelqu'un prend, je prends de l'ashwagandha, de la pigénine, je prends du coenzyme, je prends ci, ça, puis là, tu es comme, ouais, j'ai aucune idée comment ça vient tout jouer ensemble, là, ça, puis il n'y a pas vraiment de profil hyper clair là, d'interaction comme on va voir, mettons, dans des banques de données plus pour la médication prescrite, de dire, quand tu prescris ça, ça induit tel stochrome avec tel médicament, ça peut augmenter l'effet d'un l'autre, donc il faut monitoriser ça. Avec les suppléments, on n'a pas des fois tout ce profil-là. Là. Absolument. Ouais. Non, puis, encore une fois, là, quand on décide d'essayer les suppléments, on est rendu là, on l'essaye un à la fois, sur quelques semaines, on n'essaye pas d'ajouter plusieurs suppléments ensemble là, pour juste 100%. Voir celui qui est efficace. Puis parfois, juste un supplément peut être efficace, sinon tu en as besoin de 2 ou 3, mais pas aller à 3 ensemble en même temps. Là, tu peux avoir un effet aussi. Là. Fait que si on reparle de l'ashwagandha, dans le fond, la première étude qu'on regardait, c'était justement l'effet que pouvait peut-être avoir l'ashwagandha sur la sécrétion de cortisol. Je trouvais ça intéressant. Puis le cortisol, souvent, c'est sécrété lorsqu'on a c'est pour nous réveiller, mais c'est un peu le stress qui peut faire ça. Fait que c'est une étude randomisée contrôlée à double insu sur l'effet hormonal et sur l'effet positif sur l'humeur et l'énergie, la vitalité, dans le fond, chez l'homme adulte obèse 40 à 70 ans. Okay. Fait qu'en gros, 57 patients, petit échantillon, puis il y en a 43 qui ont fini l'étude, fait que encore plus petit. Puis d'ailleurs, de ces 57-là, excuse-moi, il y en avait quand même 21% des travailleurs à horaire atypique, qui peut un peu biaiser les résultats ou faire en sorte que faut prendre ça en ligne de compte quand on analyse ou quand on regarde les résultats. Ils ont regardé un 16 semaines avec un crossover, fait que dans le fond, 8 semaines, de placebo, supplément et genre se croiser pour, l'autre, il prend le placebo puis le supplément, voir un peu qu'est-ce que ça avait comme effet. Puis, ils ont regardé, dans le fond, c'était 21 mg d'ashwagandha, d'extrait, par rapport au placebo. Puis, ils regardaient l'humeur, l'effet sur l'humeur, les symptômes d'agisme, la sécrétion un peu de testostérone, le cortisol, l'estradiol, mais c'était tout salivaire en plus. Hein? C'était des échantillons salivaires qui peut peut-être mettre, encore une fois, un bémol sur les résultats. C'était pas sanguin. Puis, je t'avoue que
tu sais, il y avait plusieurs études qui avaient été faites qui faisaient en sorte ou qui émettaient le fait qu'il y avait un effet positif sur, dans le fond, le cortisol. Ça abaissait le cortisol. Ouais. Fait que ça peut être intéressant pour ça. Cette étude-là n'a pas confirmé ces trouvailles-là qu'on voit dans plein d'autres études, mais encore une fois, c'est une petite étude et il y a 21% de travailleurs à horaire atypique qui peut, tu sais, d'emblée, c'est une autre paire De manches. une autre paire de manches, là, point de vue gestion du sommeil, puis sommeil et tout ça. Fait qu'on peut mettre peut-être un bémol sur ces résultats-là. Ça reste que pour moi, je le prends quand même, là, genre, mais tu sais, je me dis, OK, c'est peut-être pas, avec cette étude-là, c'est peut-être pas si intéressant. Ça reste que c'est 57 adultes puis 43 qui ont fini, mais ça semble pas être super intéressant pour peut-être les travailleurs à horaire atypique. Puis encore une fois, ben ça confirme pas ce qu'on voyait dans les autres études, point de vue effet sur le cortisol. Ouais, fait qu'au niveau cortisol, pas grande différence. Puis quand tu regardais un petit peu dans. Puis c'était non significatif en fait. Puis encore une fois, c'est une petite étude, peut-être qu'avec une plus grosse étude, on le verrait, la différence. Mais curieusement, quand même, tu avais une différence sur la testostérone totale Ouais. qui était un peu significatif, là. Un p-value à 1%, là, 0.01, fait quand même une différence significative entre les deux. Même affaire avec le DHEA, 0.005. Fait qu'il y avait quand même une augmentation significative là, par rapport à ceux qui étaient placebo. Mais contrairement à ce qu'on pense que c'était pris pour les niveaux de cortisol, ça, la puissance de l'étude ou peut-être que c'est pas assez, ça ne démontrait pas ce changement-là. C'est curieux parce que tu t'attends à ce que l'augmentation de la testostérone dans ce contexte-là soit due à une diminution de ton cortisol. Fait que j'étais un peu surpris de voir qu'un était significatif, l'autre l'était pas. Mais bref, intéressant quand même là, de voir ces changements-là avec un petit échantillon. Tu sais, fait que justement, peut-être que l'échantillon ne permettait pas de voir ça. Exact. Mais en tout cas, ça me faisait pas genre crier hurrah, puis on a trouvé la molécule pour mieux gérer le stress. Tu sais, je crois qu'il y a beaucoup d'interventions qu'on peut faire dans notre journée différentes que prendre l'ashwagandha d'emblée et de penser que ça va nous aider à gérer le stress. Je pense qu'il y a plusieurs autres choses qu'on peut faire avant de penser à ça. Puis cette étude-là ne nous amène pas à croire, en tout cas, que c'est la pilule miracle. Oui, d'accord. L'autre supplément, là, je te dirais que, tu sais, qui peut, encore une fois, jouer sur l'anxiété. Puis, tu sais, je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, c'est la L-théanine. Tu sais, le thé, on dit souvent que ça excite, tu sais, ça active. Tu sais, un des extraits là, du thé vert, dans le fond, la L-théanine ou genre GABA-glutamyléthylamide. OK? Ouais. Le nom chimique. Ouais. Probablement qu'un effet un peu comme chez ceux qui ont le TDAH, qui prennent une forme d'amphétamine, dans le fond, qui devrait les exciter, mais qui semble être un peu là, mitiger un peu ou focuser plus leur anxiété ou leur excitabilité. Je pense que c'est un peu de la même manière. En prenant ce comprimé-là, ben, tu aides à mitiger un peu ou à faire en sorte que tu n'es pas trop anxieux ou pas trop calmé, mais tu es juste maintenu dans un état stable qui fait en sorte que tranquillement ou éventuellement, tu pourrais aller te coucher puis t'endormir de façon facile. Fait que je pense que c'était un peu là que l'effet positif de ce supplément-là. Parce que spontanément, tu sais, c'est un peu contre-intuitif de dire, hey, tu sais, d'habitude, le thé, on dit, ça fait longtemps qu'on dit, OK, les tisanes peuvent aider à relaxer, mais le thé, d'habitude, on se disait que c'est un peu comme le café, là, ça excite. Tu sais. Je trouvais ça intéressant. Fait que, tu sais, pour parler de la L-théanine, ben, on a regardé une étude, essai randomisé contrôlé sur l'effet de la L-théanine sur les symptômes de stress et la fonction cognitive. Ouais. Encore une fois, c'est des petites études, des petits échantillons, puis une durée qui est vraiment courte. Fait que 30 adultes sur 4 semaines. Oui, puis encore une fois, la qualité du sommeil, elle faisait partie des symptômes de stress. Oui, exactement. C'est pas l'objectif primaire de voir qu'est-ce qui fait en sorte que. Est-ce que il y a un effet au niveau du sommeil? Exact. C'est aucunement, que tu fais bien de le dire, c'est pas l'objectif primaire de l'étude.
Fait qu'il regardait un peu une prise de 200 mg par jour de théanine contre un placebo. Puis il regardait les symptômes de stress, symptômes dépressifs, très anxieux, puis score de sommeil. C'est ça qu'ils ont regardé un peu. Encore une fois, là, pourrait diminuer la latence, pourrait diminuer les réveils nocturnes, puis pourrait faire en sorte que des suppléments ou médicaments que tu prends pour le sommeil, ça diminue le nombre que tu prends. Ouais. Mais je trouvais ça très soft comme étude et comme conclusion. Là. C'est effectivement très soft. Moi, par expérience, ceux que, mettons, que je vais recommander, mettons, d'essayer de la L-théanine, c'est vraiment plus pour diminuer les éveils nocturnes que je vais le tenter. Puis on dirait que c'est hyper polarisé la réponse que j'ai. C'est soit wow, ça marche vraiment beaucoup ou ça fait absolument rien. Puis il y en a chez qui, quand ça marche super beaucoup, on est vraiment content, mais c'est un peu plus dans ce contexte-là, je vais l'approcher. Fait que vraiment dans la maintenance du sommeil, quand on a fait tout le reste, là, puis qu'on a mis en place les bonnes choses pour favoriser une bonne maintenance, qu'on parlera dans l'hygiène du sommeil. Puis là, essayer la L-théanine peut être quelque chose qui, encore une fois, peut avoir des bénéfices. Mais moi, la réponse que j'ai, c'est que soit c'est un ou l'autre. Il n'y a pas de peut-être un peu. C'est comme c'est my God, je me réveille vraiment moins ou zéro effet. C'est intéressant parce que c'est bon que tu en parles parce que, disons, moi, je vais beaucoup parler de mon expérience à moi puis de la révision de la littérature que j'ai faite beaucoup. Puis dans ton cas, je t'avoue qu'à l'urgence, c'est pas des... Pour l'instant, je me lance pas dans suggérer des suppléments. On est plus dans le traitement très... il y a un couteau planté dans l'épaule. Est-ce que ton sommeil va bien? Exact. Mais en tout cas, puis moi, probablement qu'il y a beaucoup de monde qu'on pourrait parler de sommeil sur la raison pour laquelle ils viennent à l'urgence. Mais souvent, ils ne s'attendent pas à ce que je parle nécessairement de sommeil. Fait que je trouve ça intéressant, l'expérience que tu as en faisant avec ta pratique, parce qu'effectivement, tu peux parler d'un regard différent que je peux avoir par rapport à ces suppléments-là qui sont beaucoup à visée personnelle et genre un peu de l'expérience de révision de la littérature qui, encore une fois, comme tu disais tantôt, tout ce qui est écrit, ça ne veut pas dire que ça marche de façon optimale chez tout le monde. Puis peu importe, tu parlais de L-théanine, je l'essaye, puis je vois, puis peut-être que des fois, avec cette étude-là, ça ne me convainc pas que c'est nécessairement le comprimé ou la L-théanine, ça pourrait être l'effet placebo. Puis je pense que c'est intéressant avec ce que tu as parlé comme concept, que, encore une fois, si ce n'est pas un comprimé qui est cher, même si c'est l'effet placebo, puis tu as l'effet positif de cette prise de comprimé-là, tant mieux. Puis c'est parfait, mais c'est intéressant de voir ça. Mais je t'avoue que ça, j'ai moins d'expérience. Je suis content que tu en parles pour les différentes personnes qui écoutent. Oui. Puis, il ne faut pas oublier là, que la L-théanine, cependant, ceux qui le prennent, il peut avoir un peu un effet partiel sur les récepteurs NMDA. Fait que souvent, ils vont avoir des rêves vivides ou, comment dire ça en français, très intenses. Peut-être intense. Chez certaines personnes, là, peut être... Puis, même, il disait que ceux qui font du somnambulisme, de faire attention. Là, à un moment donné, il faut pas exagérer, mais il peut avoir quand même un effet plus important sur les sommeils, là, d'être plus intense. C'est normal, c'est rapporté. Pour l'avoir essayé, j'ai trouvé initialement que je trouvais que, OK, peut-être que je me sens un peu plus présent dans mon rêve, mais je te dirais que ça l'a weané off ou ça l'a... L'effet a comme diminué. J'en prends plus de L-théanine là, présentement. Je ne trouvais pas que l'effet était si important que ça sur l'amélioration de mon sommeil, mais effectivement, moi, j'ai vu cet effet-là un peu là, de plus être pas réveillé dans mon sommeil, mais plus être conscient de mon sommeil. Ou de mon rêve, excuse-moi. Ouais. Mais au final, encore une fois, pas grand preuve là, qui nous démontre un signal important. Souvent, on va voir la L-théanine plus... dans les nootropiques, là, pour les fonctions, c'est la grosse mode, là, le Porsman adhéral. Oui, non, exactement. Fait que, puis je pense dans cette étude-là, d'ailleurs, il rapportait qu'il y avait peut-être une petite amélioration au niveau de la fluidité verbale et fonctions exécutives, c'est les gens qui prenaient ça. Ça semble être quelque chose qui est rapporté, mais dans un contexte de sommeil, le signal n'est pas très fort. Ouais.
On va aller à la glycine. C'est mon préféré, celle-là. Ouais, OK. Fait que la glycine, tu sais, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. En fait, Non. c'est intéressant parce que c'est dose dépendante. Fait que la dose fait le poison, je te dirais, pour la glycine. Fait que, tu sais, dans le fond, la molécule va agir sur les récepteurs genre GABA, mais aussi NMDA. Fait que c'est un genre de coagoniste. Fait que tout dépendant de la dose que tu prends peut avoir un effet calmant, potentiellement, possiblement. Puis, si tu augmentes la dose, si tu prends des grandes doses, si on parle de petites doses, on est plus dans le 1 à 3 grammes. Puis, les hautes doses, on parle de 60 grammes. Ouais, c'est comme intense, là, tu sais. Ouais, on est d'accord. Là. Fait que là, tu C'est 60 petites cuillerées là, dans ton pot de glycine. Moi, tu sais, je me perdrais de toute façon à 30. Je serais à 15 ou à 79. Ça serait vraiment pas bon pour moi. C'est vrai, ça serait vraiment pas bon, là. Faudrait que tu ailles le petit scoop 60 ou le micro-scoop. Exact. 2 grammes. Genre. Là, le monde, ils nous disent, viens, on grand cave, tu as juste besoin de le peser, tu sais, dans ta balance. Mais non, on n'a pas pensé à ça. Non, nous autres, on effectivement. n'a pas pensé à ça. Ouais. Fait que, tu sais, vraiment un effet tout dépendant de la dose, mais encore une fois, c'était plus ou moins bénéfique. Il y avait peut-être un effet sur la température corporelle. C'est ça qui est intéressant, tu sais. Puis on n'a pas parlé dans la physiologie du sommeil, mais pour s'endormir, il faut que tu aies une diminution quand même de 0,5 à 1 degré à peu près de ta température corporelle. Fait que c'est pour ça, tu sais, souvent dans l'hygiène du sommeil, ce qu'on va conseiller, c'est d'avoir un petit peu chaud, là, tu sais, pas trop, là, on s'entend, là, mais d'avoir un petit peu chaud avant d'aller te coucher, puis évacuer ta chaleur rapidement. C'est le delta de température qui est important. C'est de partir d'une température X, puis tomber à X-0.5 ou X-1 rapidement. Ça favorise l'endormissement. Puis la glycine jouera un rôle sur la vasodilatation périphérique, donc tes vaisseaux sanguins en périphérie se dilatent, ça favorise l'évacuation de la chaleur, donc ta température corporelle diminuerait plus rapidement, qui pourrait favoriser une meilleure latence et une meilleure sommeil profond aussi. Fait que je te dirais de façon très personnelle, tous les suppléments qu'on a mentionnés et qu'on a, on va se le dire, pas mal tout essayé, là, c'est celui qui a le plus grand impact sur mon sommeil. Personnellement. Quand je regarde avec mes données de Whoop ou de Oura, c'est systématiquement celui qui fait la plus grosse différence. Puis, je l'ai essayé sur plusieurs semaines, arrêter, après recommencer. C'est sûr, je ne peux pas faire de quoi de randomiser. Là, on n'a pas un lab, là, mais je vois quand même un effet. C'est celui qui a le plus grand. C'est hallucinant. C'est sommeil profond, fréquence cardiaque minimale. Écoute, c'est comme pour moi, ça fonctionne bien. Mais encore une fois, expérience très personnelle. Et la raison pourquoi c'est un de ceux que j'ai essayé, c'est parce que, tu as un acide aminé non essentiel, le risque est nul, ça coûte vraiment pas cher. Mon seul risque, c'est de me tromper entre 2 et 3 scoops. Encore pas évident, de dire franchement. Puis, ça prend pas de temps à faire, puis ça fait partie de ma routine d'avant d'aller me coucher, mettons. Fait que ça, pour moi, surprenamment, méchant gros effet sur ma latence, mon sommeil profond. Fait que ça fait partie d'un que je prends tout le temps. Tu sais, tu me dis ça, puis je vais peut-être le réessayer, tu sais, voir, parce que je pense que je l'ai essayé, mais vraiment pas longtemps. Là, tu sais, avant de réviser ça, tu sais, tu veux toujours, t'essayes 1 ou 2 journées, ça marche pas, fait que je change, mais tu sais, là, tu réalises, puis c'est niaiseux, cordonnier mal chaussé, je le sais là, qu'il ne faut pas faire ça, mais des fois, un peu comme tout le monde, on essaie de trouver une pilule miracle, mais ça vaut peut-être la peine de refaire un essai de tout ça. Je vais juste mettre un bémol sur quand tu as parlé de delta température puis d'augmenter un peu ta température. Je vais juste faire attention que le monde comprenne qu'il faut augmenter sa température en fin de soirée pour faciliter le sommeil. Il faut faire attention à trop augmenter sa température, tu sais, puis ça, on voit ça avec quand on s'alimente, le repas ou le souper trop tard. Puis aussi l'entraînement d'intensité modérée à genre élevé trop tard, justement, ça peut avoir aussi un effet délétère. Fait qu'il faut faire attention, là, il y a un juste milieu à augmenter sa température de façon très ponctuelle pour faciliter le sommeil, mais il ne faut pas exagérer parce que là, tu pourrais avoir même un effet délétère là, de tout ça. Là. Fait que je vais juste... Ça, c'est super intéressant, la température, parce que souvent, on va penser que c'est parce qu'on mange, on a l'estomac plein, on va avoir du reflux, puis ça nous empêche de dormir. Oui, je suis certain. Je te dirais, plus je vieillis, plus c'est vrai dans mon cas. Sacrifice, mon gars, c'est fou, esprit.
mange un petit peu trop, là, des reflux, je dors mal. Tu sais, je suis comme, my God. Tu sais, Trop je me rappelle, tard, tu sais. ouais, je me rappelle de la pizza après être sorti à 3 h du matin, là, à Aucun 22 ans. Mon impact. gars, t'allais te coucher, tu te Ouais. réveillais le lendemain, puis c'était réglé. Là, ça, c'est long gone. Mais il y a le gros effet qui va faire que tu vas aller moins profondément, c'est vraiment l'incapacité de chuter ta température parce que naturellement, la digestion puis l'apport calorique fait en sorte que tu vas dégager un petit peu plus de chaleur, fait que tu vas ralentir ta diminution de température corporelle. Donc, l'exercice fait la même chose. Ça, tu as quand Surtout même un état de modéré à Ouais, sévère, tu sais, parce que peut-être, ouais, tu sais, peut-être qu'en après-midi, fin de journée, ouais, non, c'est ça. pour l'exercice, c'est très léger à, tu sais, commencement de modéré pourrait Ouais. peut-être être bénéfique. Mais genre, quand tu parles de modéré à élevé là, comme intensité, là, tu sais, Ouais. ça, il faut oublier ça. En tout cas, c'est pas le meilleur Ouais. timing. Là. Ouais, puis tu le vois, quand tu regardes ta récupération de fréquence, là, puis ben là, tu vas récupérer de façon aiguë, là, on s'entend, mais l'espèce de, mettons, ta fréquence de base, on dirait c'est 40, là, ça retombe pas à 40 dans les 2 heures qui suivent, là, après l'Alpe du Zwift à 315 watts pendant 51 minutes, là, tu sais. Non. Fait que c'est sûr que ça, c'est présentement, je suis encore un peu tachycarde, là, je te dirais. Ouais, je te crois. Fait Je te que, crois. ouais, ben, c'était juste ça je voulais juste faire Ben, en fait, c'est toi qui as ramené ça, là, mais tu Ouais. sais, c'était ça sur Je vais prendre le delta crédit, température. je vais te Prends le laisser. crédit, ouais, c'est ça. Non, C'est bon. Fait que, après ça, je pense que, tu sais, on tombait dans les plantes encore. On tombait dans la plate-bande avec la mélisse, la valériane puis la lavande. Écoute, tu sais, je pense que, tu sais, On peut les grouper, là, pratiquement, là. si tu veux en parler, je t'avoue que moi, j'ai pas été impressionné. Là, tu sais, encore une fois, Ouais. là, tu sais, en fait, attends, excuse-moi. J'ai pas été impressionné par les études et scientifiquement ce qui ressort de tout ça. Ouais. Cependant, cliniquement, si la personne prend ces suppléments-là, puis ça a un effet positif, tant mieux, puis ça, il ne perd pas de l'essayer. Mais Ouais. pour ce qui est de la mélisse, la valériane, la lavande, il n'y a rien de magique ou il n'y a rien de fantastique que j'ai trouvé là, suite à la revue de littérature. Fait que ça peut être intéressant pour calmer, faciliter le sommeil, mais c'est rien sur, tu sais, c'est rien de Ouais. il n'y a pas d'impact sur le sommeil en tant que tel. C'est plus pour aider à, peut-être dans notre routine Ouais. de fin de journée, d'aider à se relaxer pour faciliter le sommeil, mais C'est ça. c'est un peu ça, tu sais. Fait que C'est c'est puis- les différentes plantes ou différentes tisanes qui existent un peu, ou genre aromathérapie. Aromathérapie. Hey, on Excuse-moi. devrait s'ouvrir un spa, mon gars. Mais effectivement, tu sais, puis quand on regarde, tu sais, la mélisse, grosso modo, souvent associée à d'autres plantes calmantes, genre valériane, camomille, tu sais, ça fait wind down un peu, ça peut favoriser, tu sais, la petite boisson chaude aussi, en fait. Peut-être c'est Ouais. juste la boisson chaude qui fait que tu évacues mieux ta chaleur après. God knows. Effectivement. On pourrait faire un test, en fait, sur une étude intéressante. Une tasse d'eau chaude versus une tasse avec tout ce C'est que tu vrai. veux dedans, qu'est-ce qu'il fait, là, tu sais, où tu C'est prends vrai. où tu prends ta valériane camomille froide, tu sais, qu'est-ce que ça fait? Je serais curieux. Fait que bref, ça, la valériane, encore une fois, je pense très connue, là, honnêtement, là. Il me semble qu'on entend souvent parler de ça, ou c'est quelque chose que moi, mettons, ma grand-mère me Ouais, c'est parlait, ça. là. Fait que, tu sais, je Exact. pense que c'est encore une fois pas rien de solide. Pour dire ça améliore de façon spécifique la qualité ou la structure de ton sommeil. Lavande, je dois t'avouer, moi, que j'ai un petit faible pour la lavande. J'aime beaucoup l'odeur de la lavande. J'en mets sur mon oreiller des fois. Je me pense en vacances, mon gars. Mais encore une fois, tu sais, ça pourrait avoir un effet intéressant, mais encore une fois, on parle de soulager l'anxiété, améliorer l'espèce de période de wind-down avant d'aller se coucher. Historiquement, c'était plus vraiment comme en spray, là, en genre Ouais. d'aromathérapie aux huiles essentielles. Mais il y a aussi maintenant en comprimé Sur là, qui peut être pris. l'oreiller, là, que tu peux, ouais. Il y a des comprimés. Ouais. Puis d'ailleurs, tu sais, dans les notes sommaires, là, tu sais, pour ceux qui écoutent ça, là, tu vas avoir tous les détails, là, Ouais. les doses, etc., ces affaires-là. Exactement, on a Puis, mis ça. puis je pense l'avant-dernière, il en reste deux. Une aussi que un certain influenceur connu pousse beaucoup, c'est l'épigénine. Ouais, tu sais, en gros, la pygénine, c'est comme
je te dirais que ça a l'air d'être l'ingrédient actif de la camomille, dans le fond. Là. C'est C'est vraiment exactement ça. exact. Ouais. Fait que c'est un extrait de la camomille. Puis encore une fois, tu sais, ça pourrait être intéressant pour relaxer puis faire en sorte d'améliorer notre anxiété, notre stress, puis faciliter le sommeil. Là. Fait que... Ouais. Puis, c'est un inhibiteur de l'estrogène, hein, je pense. Oui, exact. Fait que ça, tu sais, pour les femmes périménopausées ou des choses de même, là, je préconiserais pas ce truc-là. Là, mais... Pas de façon, en tout cas, surtout pas de façon prolongée. Là. Ouais. Mais encore une fois, on parle de choses qui est très soft, peu de risques vraiment, grosso modo. C'est un peu utilisé à toutes les sauces aussi. Puis là, quand tu lis les effets thérapeutiques potentiels, tu te dis ça a l'air extraordinaire. Pourquoi on ne met pas ça dans l'eau de la ville? Là? Je veux dire, t'as plus rien avec ça, mais il n'y a pas d'étude qui dit ah ouais, il y a vraiment un effet. Puis, fait que c'est difficile de dire ah oui, là, on peut recommander ça ou pas, mais encore une fois, ça fait partie des choses qui sont très peu risquées. Là. La camomille, par contre, je sais que tu as un petit faible, toi, pour la camomille. Ben, des fois, j'aime ça, mais je te dirais que je le fais parce que tout le monde le fait, mais j'ai jamais vu d'effet fantastique. Mais pour pas, tu sais, avant de m'intéresser au sommeil, il y a quelques années et tout ça, j'étais un grand friand de café, je te dirais, en après-midi, en fin de journée. Ouais. Fait que peut-être la boisson chaude, puis tout ça, ça fait comme éviter de prendre quelque chose qui peut faire l'effet contraire de ce que tu veux, dans le fond. Là. Fait que c'est surtout ça, je te dirais, mon intérêt, et non sur l'effet bénéfique, parce que N égale 1, pas vraiment d'effet, là, je te dirais. Ouais. Mais tu sais, l'épigénine, peut-être, c'est quelque chose qui va être sujet de plus d'études un peu plus sérieuses. Là, dans le futur, probablement que la science va changer là-dessus. Mais tu sais, là, ils disent il y a peut-être des bénéfices sur le diabète, le cancer, Alzheimer, la dépression, sur des études animales. OK? Fait que tu sais, quand ça se rendra à l'humain, on verra. Là. Mais pour l'instant, tu sais, c'est très potentiel, mais il n'y a pas rien là, qui semble sortir de façon cliniquement hyper significative, surtout quand on parle de sommeil. Ça c'est peut-être prometteur, mais c'est très limité. Oui, non, tout à fait. Là. Puis même, tu sais, l'étude, genre, qui faisait en sorte de dire, ben ça peut être intéressant, c'était plus une analyse secondaire. Ouais. Tu sais, de l'apigénine. Fait que c'était même pas l'objectif primaire. Ils se sont dit, vu que c'est pas efficace, on va aller voir plein de, tu sais, les différents suppléments qu'ils étudiaient dans l'étude. Fait qu'encore là, il y a possiblement des biais et tout ça. Là. Fait que, effectivement, pour l'instant, ça semble pas être super intéressant. Là. C'est un jeu. Puis la deuxième étude aussi, ça regardait l'association entre les apports dans la diète de flavonoïdes là, puis de polyphénol là, qui pourrait, tu sais, dont l'apigénine fait partie, là, puis un paquet d'autres affaires. Fait que là, encore une fois, tu sais, il faisait une référence sur puis c'était chez une cohorte d'adultes italiens, là, tu sais, je veux dire, là, fait qu'ils ont pris cette gang-là, puis ils ont regardé leur alimentation. Puis là, quand ils ont stratifié cette cohorte-là, pas grand-chose qui sortait non plus. Là, fait que non, juste c'est ça. En fait, ils regardaient ils ont regardé la prise de polyphénol. Ouais. Puis ils ont fait estimer leur prise selon 110 éléments qui ont caractérisé ayant tel nombre ou telle quantité, là, dans le fond, de polyphénol, de flavonoïdes surtout, là, mais de tous les polyphénols. Puis ils ont séparé en quartiles, dans le fond. Fait que, tu sais, petite quantité, moyenne quantité, quantité élevée, puis quantité, je sais pas, le super élevé. Puis ils n'ont vu aucun effet. Mais là, après ça, ils ont dit, ben là, on va aller voir chaque famille, chaque classe, puis voir s'il y a un effet. Puis là, ben, peut-être que l'apigénine avait possiblement un effet positif. Mais encore une fois, c'était sur des estimés de prise. Puis c'était sur des analyses refaites dans un deuxième temps qui n'était pas le primaire. Là. Fait que j'émettrais un doute sur le potentiel. Ben, présentement, l'efficacité de cette comprimé-là. Peut-être qu'il y a des effets sur plein d'autres affaires intéressants. C'est ça. C'est surtout quand tu essaies de l'isoler là, de cette prise-là, mais je pense que ça fait partie d'un tout. Puis on le sait quand même quand tu as une alimentation riche en polyphénol, flavonoïdes, etc., c'est quand même quelque chose qui va vraiment aider ta santé de ton microbiote, etc., qui peut de façon secondaire améliorer des processus hormonaux divers, même dans la régulation de poids, de l'appétit, etc. Fait que, tu sais, je pense que
encore une fois, tu pourrais probablement avoir une espèce de healthy user bias là-dedans, là, dans le sens qu'il y a probablement plein d'autres choses que les gens qui ont des alimentations riches là-dedans qui font en sorte qu'ils peuvent avoir moins de stress, meilleur sommeil, moins d'inflammation, etc., etc., etc. Parce que c'était un peu ça qu'ils regardaient aussi, là, des marqueurs inflammatoires puis le stress oxydatif, c'est qui sont des mots un peu garoché à gauche, à droite. Là. Tu sais, comme l'inflammation, c'est pas bon. Ben, écoute, j'ai des nouvelles pour toi. S'il n'y a pas d'inflammation, tu seras mort. Fait que, tu sais, il faut en avoir de l'inflammation. Puis quand on s'entraîne, on en crée. Puis il y a une adaptation. Il y a une adaptation. Ça en prend. Le problème, c'est quand il y a trop d'inflammation, là, ça peut être problématique. Mais je suis d'accord avec toi, la plupart des des phénomènes inflammatoires sont voulus et sont nécessaires pour l'adaptation. Oui, on a tendance à tout mettre dans le même pot. Là. L'inflammation chronique secondaire à une hypoxie de tes cellules adipeuses en syndrome métabolique est complètement différent de l'inflammation que tu as post-activité physique. Ce n'est pas le même processus, c'est pas la même affaire. Fait que, faut juste pas tout mettre dans le même bucket encore une fois. C'est plus subtil que ça. All right. Le dernier, le GABA. Hey, ça, juste, qui fait du sens. Oui. Non, je voulais juste dire, pour ceux et celles là, qui se demandent, on parlait des polyphénols puis de l'intérêt, là, c'est quand on parle de vin rouge puis chocolat noir, là, c'est des polyphénols, dans le fond, là, c'est ça l'intérêt du chocolat noir puis du vin rouge. 80% de ma diète, là. En quantité sécuritaire, là, je te dirais, en suivant les recommandations, mais c'était un peu ça, là. Et que t'es plate, esprit, trachka. Tu me connais. Ouais. Briseur de party, tu sais. Ouais. C'est Alex, briseur de party, trach. Tellement pas. OK, on finit ça avec le GABA. Ouais. En fait, c'est bon. On s'est dit, on va faire ça en 1 heure, short and sweet, ça fait 1h50. Mais regarde, on est bon. Ouais, on continue. Mais le GABA, tu sais, spontanément, je trouve que ça a l'air d'être intéressant. Tu te dis, on en a parlé un peu plus tôt, c'est un des neurotransmetteurs principaux de la fonction inhibitrice ou relaxante ou calmante dans le cerveau. Fait que, tu sais, pourquoi pas l'utiliser puis, tu sais, faire en sorte d'aider le sommeil. Mais, tu sais, en gros, là, tu sais, tu sais, avant de se rendre au cerveau puis avoir un effet et tout ça, tu as plusieurs phénomènes qui doivent se passer. Fait que, de toute évidence, ça n'a pas l'air d'être encore obtenu le comprimé de GABA qui se rend au cerveau directement sans être géré par le foie ou sans être arrêté par la barrière hémato-encéphalique. Fait que l'intérêt du GABA, potentiellement intéressant, mais l'effet réel, pour l'instant, on n'a pas trouvé la formulation ou le composé qui permettrait, je veux dire, l'effet à l'endroit voulu de façon optimale. Fait qu'en gros, c'était pas mal ça là, que je te dirais, là. On regardait un peu une revue de systématique par rapport à l'effet, mais très limité sur le stress, puis très, très limité sur le sommeil. Fait que rien d'intéressant pour l'instant encore avec la formulation prise. Surtout que, encore une fois, c'était sur les... C'était genre, il regardait surtout du riz enrichi en GABA. Fait que c'est ça, tu sais. Tu peux te donner... tu peux t'imaginer. Fait que, au final, quand tu regardes un peu, fait que le GABA, même chose, là, rien de super significatif. Fait que, quand tu regardes, là, on regarde tous ces suppléments-là qu'on vient de passer, il reste que l'évidence scientifique pour tout ça est relativement faible. OK? Ouais. Il reste que ça va être des choses vraiment individualisées, puis ça va être une question de le mettre dans la matrice risque, bénéfice, coût, puis opportunité manquée pour voir un peu est-ce que ça vaut la peine de le prendre ou pas. Mais il reste qu'on parle beaucoup d'évidence un petit peu plus anecdotique là, dans tout ça. T'sais, à part la mélatonine, qui a quand même un signal, je pense, qui est assez grand, puis que ça, je pense qu'on pourrait dire, oui, dans les contextes de dans un contexte particulier, par exemple. Dans un contexte particulier, je pense qu'on pourrait dire c'est quelque chose qui vaudrait la peine d'essayer. Le reste demeure des choses qui semblent faire du sens au niveau physiologique, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un effet cliniquement significatif quand on regarde des populations at large. Fait qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut individualiser. Mais je pense que le message de ce podcast-là, c'est les suppléments restent des options valides, là, quand même. Surtout quand on regarde des suppléments comme ça qui ne coûtent pas une fortune, qui sont accessibles, mais il faut faire un peu nos devoirs avant sur, la source. Est-ce que c'est quelque chose qui est risqué pour moi? Est-ce que c'est quelque chose que je veux investir l'argent dans ça? Puis est-ce que c'est quelque chose que je pense qui peut avoir un bénéfice dans mon optique d'optimisation de ma santé puis de ma longévité en santé?
Puis finalement, après ça, c'est de prendre une décision, puis de l'essayer. Puis quand on l'essaye, dose minimale efficace, un à la fois. Et on essaie de se backer avec des données un petit peu objectives, pas juste subjectives, parce qu'au final, on ne veut juste pas prendre quelque chose pour rien, tu sais. Mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des choses game changer là, quand on prend ça. Au niveau de la supplémentation, ça va être intéressant quand on va faire le podcast sur l'hygiène du sommeil parce que, comme on dit, c'est 95% de la job, c'est là. Puis après ça, tu sais, de faire le podcast sur... on en a du podcast à faire, un podcast sur tous les médicaments là, prescrits qui ont des effets normalement franchement plus importants au avec niveau... des effets secondaires, des effets de sevrage plus importants. Fait que c'est vraiment... C'est ça. Ouais. Fait que tu sais, je pense que ça va être intéressant de voir aussi la médication, là, tu sais, qu'est-ce qui se fait présentement, c'est quoi qui est nouveau, à quoi ça traite, etc., les études là-dessus, parce que là, on a un petit peu plus de body of evidence là, qu'on peut regarder, puis ça va être super intéressant. Là. Ben, je pense que tu as vraiment bien résumé ça. Tu sais, on parle plus de... Il faut se souvenir qu'on parle plus de deuxième et troisième ligne de traitement de l'insomnie ou de la difficulté à dormir et non de première ligne. Habituellement, on va revenir aux habitudes de vie, de les mettre les plus saines possibles, puis par la suite, de peut-être voir est-ce qu'il pourrait avoir un bénéfice d'un certain supplément pour moi, de la façon que, selon mon mode de vie et tout ça, qui pourrait être intéressant. Là. Fait que, absolument d'accord avec toi. Là. Je pense que tu l'as très bien résumé. Là. Ben cool, mon gars. Je pense que ça clôt un peu ce podcast-là sur les suppléments pour le sommeil. Ouais. Gros sujet qu'on va sûrement revisiter quand il va y avoir des nouvelles études, nouvelles évidences qui vont sortir. Je pense qu'il va falloir en revoir. Puis j'aimerais ça qu'on se parte l'idée de faire un sur le magnésium, plus en détail sur tous les effets sur tout le corps, qu'est-ce que ça fait, puis etc. Puis tout ça, là, pour en parler de façon très objective. Parfait, man. Good, je te remercie. On se revoit dans la prochaine intervalle. Yes, sir. Ciao. Ciao. Bye. Le contenu fourni dans ce podcast est uniquement à des fins éducatives. Il n'est pas destiné à remplacer un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Consultez toujours votre médecin ou un professionnel de la santé qualifié pour toute question concernant une condition médicale. Ne négligez jamais un avis médical professionnel ou ne tardez pas à le rechercher en raison de quelque chose que vous avez entendu durant un épisode. Aucune relation médecin-patient n'est établie en écoutant ce podcast. Les informations, points de vue et opinions exprimés pendant les épisodes sont ceux des individus impliqués et ne reflètent pas nécessairement les lignes directrices en place. Le contenu des épisodes ne doit être utilisé en aucune circonstance à des fins légales, y compris, mais sans s'y limiter, à l'établissement d'une norme de soins au sens légal ou comme base pour un témoignage d'expert. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude des déclarations ou d'opinions exprimées dans ce podcast. Vous pouvez me trouver sur Instagram et YouTube @JulienMartelMD.